Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien, ouais. Ok, Du super. coup, on était en train de dire que, en fait, on parlait de l'écrit parce que j'ai lu sur ton site Move Your Spine, là, tu as une super page à propos avec d'abord une histoire, un peu ta première expérience de quand tu rentres dans un club de Muay Thai, si j'ai bien compris. C'est ça, Et ouais. puis derrière, bah, tout ton parcours. Et ça nous a amené à dire qu'en fait, l'écrit, c'est cool que ça a été un peu considéré peut-être. Comme un moyen de communication inférieur parce qu'on a eu le téléphone, qu'on a eu la vidéo, qu'on a voilà, d'autres choses qui paraissent peut-être supérieures parce qu'on se dit c'est mieux de voir quelqu'un. Et en même temps, paradoxalement, bah, on se rend compte aussi que par écrit, on arrive déjà à avoir une pensée parfois plus structurée qui va nous permettre d'aller plus au fond des choses. Et aussi, moi, ce que je te disais, c'est que à travers ma newsletter, j'ai des réponses et j'ai des conversations qui se déclenchent. Et souvent, enfin, les gens vont vraiment se confier sur des choses personnelles, profondes et tout. Et je pense que l'écrit permet de faire ça plus facilement. Et toi, tu me disais que l'écrit, ça t'avait apporté beaucoup aussi. Ouais, ce que je te précisais, c'est que moi, j'avais pas écrit depuis presque 10 ans, puisque j'étais sorti de l'école et après l'école, bah, j'ai enchaîné tout de suite dans mes activités professionnelles, après dans le sport, tout ça. Et, euh, et quand j'ai dû me mettre à écrire, en fait, avec le Covid, avec toute cette structure, moi, mon entité, elle était physique avant tout, et puis j'ai dû passer online. Et la première question, c'était, OK, qu'est-ce que je veux mettre en ligne, tu vois? Pour moi, c'était vraiment un peu la vision si je devais laisser une trace, qu'est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Comment je veux le dire? La manière dont je veux m'exprimer, est-ce que je veux tutoyer, est-ce que je veux vous voyer, tu vois? L'écrit permet vraiment de créer cette intimité avec le lecteur, cette proximité, et en même temps, c'est un bon outil pour mettre de la distance par rapport à certaines choses, tu vois? Le fait que, par exemple, je tutoie que mes élèves. Quand je m'adresse à des gens que je ne connais pas sur les réseaux, je vous vois tout le temps. D'accord. Parce que pour moi, ça me permet de créer cette distance entre le virtuel et le réel, tu vois. Et c'est plein de choses en fait qui m'ont débloqué par la suite. Par exemple, j'avais du mal à parler de certains sujets, et quand je me suis rendu compte que, en prenant de la distance, en vous voyant mon interlocuteur, eh ben ça me changeait le style. Et ce style en fait me permettait plus d'aborder certains sujets que je jugeais peut-être plus sérieux, tu vois, ou des trucs comme ça. Et donc le fait de vous voyer, ça me faisait prendre confiance dans le fait que ouais, je parlais d'un truc sérieux, que je m'adresse à des personnes qui ont envie de lire ce truc-là, tu vois. Contrairement Mmh. à moi, j'ai grandi avec Apple. J'ai travaillé Ouais. chez Apple pendant plusieurs années, et j'ai été marqué par ce management paternaliste un petit peu, tu vois, où c'est tout de suite les gens, tu les vois pour la première fois, ils te tutoient, il y a ce truc-là, tu vois. Et moi, j'ai toujours fait très attention à mon énergie, à la manière dont, tu vois, par exemple, en Thaïlande, où j'habite, on touche pas les gens comme ça, tu vois. Il y a ce respect, cette distance, parce qu'on sait que, voilà, quand tu touches quelqu'un, il y a un échange. Quand tu laisses quelqu'un rentrer dans ton intimité, il y a un échange qui se fait et tout. Et j'avais besoin de trouver ça à l'écrit. Et de fait d'écrire de plus en plus, de chercher vraiment mon style, de vouloir utiliser la structure ou le champ lexical que je voulais utiliser, et ben tous ces trucs-là, en fait, étonnamment, plus je me suis mis de cadre, plus ça m'a libéré dans l'expression de ce que je voulais partager. Et ça a été vraiment une grosse découverte parce que jusqu'il y a 3 ans, j'avais la croyance profonde que j'étais encore dyslexique, tu vois. Ah, d'accord. Mmh. Quand j'étais à l'école, j'avais jamais de bonnes notes en dictée. Tous mes professeurs me disaient à chaque fois, j'avais une bonne structure, j'avais une bonne argumentation et tout, mais dès que je mettais ça sur papier, c'était une catastrophe. Et, euh, et le fait, voilà, de juste de m'autoriser à écrire, ça m'a amené tellement de bénéfices que, bah, voilà, je vais continuer et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les années qui viennent. Tu vois, je m'autorise à rêver d'écrire un livre maintenant. Ouais. Je me dis, ça serait génial de pouvoir écrire un livre, tu vois, où j'ai fait un petit peu avec mes formations, tu vois, j'ai choisi le format PDF, tu vois, donc je mets un peu j'ai envie de mettre de mon âme dans tout ce que je fais, et je trouve que de mettre de l'intention sur l'écrit,
voilà, c'est un beau canal en tout cas. Ouais. Ouais, mais moi, je te dis, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aimais bien écrire déjà. Moi, j'étais plutôt pas mal à l'école sur tout ce qui était dissertation et tout. Et, euh, et c'est vrai que c'était un exercice que j'aimais bien, sauf si c'était vraiment un sujet qui m'inspirait pas après, parce que c'est ça aussi, c'est que le plaisir, il vient de, de- Oui. de- du sujet, de ce que tu dis et tout ça. Donc, c'est pas juste le fait d'écrire qui est cool, c'est de pouvoir coucher sur, que ce soit sur une feuille ou que ce soit même sur un ordinateur, mais de mettre tes pensées par écrit. Ça t'oblige déjà à avoir une réflexion. Parce que pour écrire, faut réfléchir, hein, c'est tout bête, mais faut organiser ses pensées, faut essayer de dire dans quel ordre je vais aborder les choses et tout ça. Donc ça t'apporte même à toi, je trouve, une certaine clarté, tu vois, Ouais. dans tes pensées, dans ce que tu as envie de transmettre. Et ça peut t'aider à encore mieux comprendre ce que tu voulais enseigner ou transmettre. Tu peux encore mieux le comprendre. Souvent, on dit que quand on devient prof, on progresse énormément parce que on doit expliquer. Et je trouve que par écrit, c'est encore plus dur quelque part d'expliquer les choses parfois par écrit. Donc, tu es obligé d'aller encore plus loin dans ta compréhension et dans ta recherche. Donc, ouais, moi, j'aime beaucoup et je sais que je suis abonné à plusieurs newsletters aussi. Et c'est quelque chose que je trouve cool, en fait, tu vois, quand c'est pas juste quelqu'un qui essaie de te vendre un truc en permanence, mais qui te partage des tranches de vie, des conseils, des concepts, des réflexions. Voilà, je trouve ça top, quoi. Bah, Du je te coup, rejoins à 2000% sur ça, vraiment. maintenant, je voulais qu'on parle un peu parce qu'il y a pas mal de choses qui me, qui m'ont interpellé dans ton parcours et donc que j'aimerais bien qu'on puisse aborder. Donc, on va faire. Hier, j'ai fait un podcast où j'ai pas fait l'ordre chronologique, mais là, on va essayer de suivre à peu près l'ordre chronologique. Ok. Donc, comment tu en viens à faire ton premier cours de boxe thaï? Bah écoute, vraiment, ça a été un hasard, quoi. Enfin, enfin, au début, j'ai considéré ça comme un hasard. Après, quand tu avec le recul, tu suis un peu les pistes et tu te dis que ouais, il y avait des choses qui me prédisposaient à ça. Mais j'ai toujours fait un peu de sport quand j'étais jeune. Ma mère, elle avait toujours voulu ma mère et mon père voulaient que j'ai une activité physique. Donc au moins une. Tu vois, ils voulaient au moins un truc dans la semaine où tu sortes de la maison, t'ailles prendre l'air, tu fasses une activité. Donc j'ai fait du judo très jeune. Euh, J'en ai pas un grand souvenir. J'ai le souvenir de mon professeur, j'ai le souvenir de la salle, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment appris quelque chose là-bas. J'étais très jeune. Et ensuite, j'ai essayé le football, mais ça a pas marché. J'ai essayé la boxe française. J'ai fait de la boxe française avec Philippe Demaret, qui était un super enseignant. Mais pareil, c'était vraiment, je considérais ça comme une activité physique, quoi. C'était tu sais, le truc du mercredi, quoi. Ouais. Et après le lycée, j'ai fait un peu de Viet Vo Dao aussi, mais pour rien te cacher, c'était surtout pour les filles. Tu vois, c'était parce il y avait des filles au cours. J'avais mon pote qui m'a dit viens on y va, tout ça. Et puis c'était sympa. Et à chaque fois que j'y étais, j'ai apprécié les trucs. Vraiment, c'était chouette. J'aimais bien me dépenser. Mais après le collège, au début du lycée, j'ai complètement arrêté toute activité physique. Je suis même allé à l'opposé, c'est-à-dire que je fumais du cannabis, je fumais des cigarettes, je buvais de l'alcool, tu vois, vraiment le lycéen lambda de banlieue, quoi. Et l'année de mon bac, euh, je, je, je- ça a peut-être rien à voir, mais tu verras le lien. En fait, je vois une vidéo d'un mec qui s'appelle John Butler et qui joue de la guitare. Alors tu vas me dire comment la guitare, elle va t'amener à la boxe thaï. Je vois un mec qui joue de la guitare et je me dis, putain, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire dans la vie. Je veux faire de la guitare. Donc, j'achète une guitare et je me mets à jouer 24 heures sur 24. J'ai les doigts qui saignent tellement tu vois, j'ai même pas le temps que la corne elle se fasse. Je passe, je sais pas, 5 mois à jouer de la guitare 6 heures par jour. C'était le moment où on avait les révisions de bac, tout ça, et puis c'était l'année du CPE. Je sais pas si tu te rappelles des grèves qu'il y a eu pour le CPE à l'époque.
Donc autant te dire, j'allais jamais en cours. Je passais ma journée à fumer des pétards et à jouer de la guitare. Ce truc-là se passe. Euh, j'ai mon bac, je pars dans le sud, je fais une saison à Saint-Tropez, je m'éclate, je joue de la guitare, je rencontre des gens, le milieu de la nuit, travail, tu vois, je commence à être indépendant, tout ça. Je reviens à Paris après ma saison, et là je découvre le chômage, l'hiver en tant que chômeur en banlieue parisienne, tu vois, la morosité du quartier. Donc je continue à jouer de la guitare, tout ça. Et je me rapproche un ami d'enfance, mais on se rapproche de plus en plus parce qu'on a ce point commun qu'est la musique, qui s'appelle Veski. C'est Aurélien, c'est mon ami, c'est lui qui m'a amené là-bas. D'ailleurs, s'il nous écoute, je le salue. On se rapproche de plus en plus et un été, enfin c'est l'été d'après, on est les deux seuls glandus en fait à rester au quartier. Tout le monde est parti en vacances. On est les deux seuls. Alors on passe tout l'été à jouer de la guitare dans les champs. Lui, il fait du rap reggae raga et moi je m'exerce à faire de la rythmique, des trucs comme ça. Et à la fin de cet été-là, Aurélien, il faisait de la boxe thaïlandaise avec Pascal Lafleur depuis qu'il avait l'âge de 11 ans. Et il avait un peu lâché la boxe depuis. Il enseignait en fait. Il avait son div, tout ça, et il enseignait régulièrement la boxe thaï dans des associations où il dépannait des potes quand il y avait besoin de donner des cours. Et en fait, on devait être quoi, le 17 août ou un truc comme ça. Et il reprenait en main une section boxe thaï à l'université de Jussieu. Il allait donner un cours. Et il me dit, Nico, viens avec moi. Viens avec moi. T'es là, tu fais rien de tes journées, tu fumes des pétards, viens t'oxygéner un peu les poumons, quoi. Et j'ai trouvé que c'était pas une si mauvaise idée que ça, tu vois. Mais moi, j'étais à mille lieues de savoir ce que c'était que la boxe thaï. Pour moi, la boxe thaï, c'était un sport de racaille, entre guillemets, tu vois. J'avais cette image de que c'était, nous, moi, j'avais fait la boxe française de Viet Vo Dao, c'était à la limite des trucs soft, et la boxe thaï, c'était un truc d'énervé, quoi. Bah, dans les années 90, tout ça, C'est ça, c'est ça, début 2000, c'était quand même l'image de la boxe thaï, c'était ça, hein. c'est ça. Et donc, j'ai mon ami qui m'emmène là-bas, et là, c'est comme je le décris sur ma page à propos, hein, j'ai l'impression de rentrer dans une église. Tu vois, j'avais la culture de la boxe. Mon père me réveillait des fois quand il y avait des gros matchs de Tyson quand j'étais petit, je me rappelle, tu vois, des trucs comme ça. J'avais, si tu veux, un côté un peu sacré de la boxe. Tu vois. Donc, quand je suis rentré là-dedans, je me suis mis dans une position d'humilité et j'étais vraiment là en tant que curieux. Et puis à la fin de ce cours-là, ça a été tout le trajet, tout ça, je me posais des questions, quoi, tu vois. C'était, je fais de la guitare ou je fais de la boxe, quoi. Il y avait un truc qui était. Qu'est-ce qui t'a plu qu'est-ce qui, voilà, t'a fait accrocher au départ, quoi? C'est Déjà, l'ambiance, les ouais, techniques, c'est les sensations dans ton corps? déjà la méthode que mon pote avait pour enseigner, il avait été formé par Pascal Lafleur, donc c'était vraiment avec un esprit boxe plaisir, boxe bien-être, évoluer à travers cet art, tu vois, la métaphore de la vie à travers la boxe, quoi, si tu veux. Donc déjà tout de suite à ma première séance, j'ai eu des clés, tu vois, qui ont résonné en moi. Et je pense un des facteurs qui a fait que j'ai accroché tout de suite aussi, c'est qu'apparemment j'avais des facilités. Tout ce qu'on m'a demandé de faire ce jour-là, je l'ai fait et même mieux que certaines personnes qui étaient des mecs qui étaient là depuis plusieurs années, tu vois. Et c'est mon pote qui Alors m'a qu'à dit ce ouais, stade-là, tu faisais pas du tout de sport à ce moment-là, tu avais la dernière arrêté fois que j'avais fait, ouais, la dernière fois que l'activité j'avais fait du physique sport, depuis. ça devait être la natation pour mon passage de mon bac, quoi. Ouais, OK. Et voilà, j'avais pas mis d'intention dans le sport. Moi, j'étais le genre de mec, si tu me disais d'aller faire un foot, je te dirais, ouais, je vais au cage, tu vois. Ouais, C'était ouais, pas vraiment. cool. Mais il s'avérait que j'avais deux mains, deux jambes et que je savais m'en servir, quoi. Donc, je réfléchis et à l'ouverture de la saison, tu sais, les associations, c'est au mois de septembre. Je me suis inscrit dans deux clubs. Je me suis inscrit à Sarcelles avec Julien Quentin et à l'USE à Écouen avec Pascal Lafleur. Et là, j'avais 4 entraînements par semaine, plus un entraînement pour les compétiteurs après, un peu plus tard, qui est arrivé, tu vois. Et j'ai fait
déjà à cette époque-là, j'ai déjà fait un premier volte-face dans ma vie, quoi. C'est-à-dire que je me suis mis à fond dans ça. J'ai commencé bon, par contre, je suis rentré à fond dans tous les, tu vois, j'ai acheté des magazines, des trucs comme ça. Donc, j'étais dans le délire, ouais, les protéines, les machins, tu vois, les trucs. J'étais parti dans le délire. Et je voulais faire de la compète tout de suite. Et, et j'ai eu de la chance que bah, Pascal, il me fasse confiance. Et j'ai fait mon premier combat au bout de 3 mois. Au bout Ok. de 3 mois, j'ai Ça, fait c'est un pas, premier. ça, c'est un débat chez pas mal de profs. Il y en a qui considèrent. Je sais que par exemple, le prof de boxe thaï de mon club, Noiri, lui, il te laisse pas faire de la compète avant un certain temps. Euh, mais après, en boxe thaï, maintenant, il y a les classes qui te permettent de faire. C'est ça. En, D, c'est vraiment du light contact, c'est ça Ah non, 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 D, c'est au KO, mais par contre, c'est des reprises t'as 2 fois 2 minutes et c'est avec toutes les protections. D'accord. Mais alors, il y Mais a quand même une. Alors, c'est peut-être pas en Muay, c'est peut-être en K1, tout ça, mais je sais qu'il y en a qui faisaient vraiment des premières c'est les compètes à la assauts. touche. Tu fais Ouais, les assauts, ouais. Alors, c'est ce que j'ai fait aussi, en fait. Quand Pascal, il m'a dit OK, il a vu que, déjà, je te dis, il m'a fait confiance sur l'aspect où il a vu ma volonté, il m'a vu la volonté de bien faire, il a vu que je m'investissais, tu vois, physiquement, émotionnellement, tout. J'avais tout fait, enfin, je faisais tout au mieux pour répondre à ses exigences. Mais sa condition, c'était, si je me lançais dans la compétition, je faisais toutes les compètes, quoi. Tu vois, on partait pour une saison. Et, euh, et mon premier combat, en fait, j'ai fait 2 combats dans la même journée. Et, euh, ça s'est et passé comment? bah, super bien, super bien. Le premier, je l'ai gagné. Le deuxième, je l'ai perdu. Et le deuxième, je l'ai perdu, mais c'était contre quelqu'un que j'ai reboxé après plus tard et qui lui est devenu champion, tout ça et tout. Donc ça a été c'était pas une défaite amère, quoi, tu vois. C'était pas la défaite qui dégoûte ou quoi que ce soit. C'était vraiment une défaite. Quand je suis descendu, tu vois, c'était OK. Il faut que j'améliore sur ça, 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 ça. Tu vois, j'étais vraiment parti dans la direction du compétiteur. Parce que J'avais pour compris ceci, que t'avais ah, quel âge à ce moment-là, en fait? j'avais Parce que 20 bien ans. si t'avais 20 ans. J'avais 20 Ok. ans. Et en termes de stress et tout ça, tu l'as vécu comment, donc, cette première compétition? Et bah, encore une fois, j'ai eu la chance d'être accompagné avec Pascal, et puis mes proches, ma mère et mon beau-père à ce moment-là, qui m'ont donné des petits outils de sophrologie, tu vois. Par exemple, avant de, comme en plus, moi, je suis quelqu'un où je marche beaucoup mieux. Oh, bon, c'est pas français. Je marche mieux euh, quand j'ai pas le temps de me prendre la tête. Tu vois, les meilleurs combats que j'ai faits en France, par exemple, dans les compètes, les meilleures compètes que j'ai faites, c'est appeler à la dernière minute, pas le temps de s'échauffer, tu montes sur le ring. Là, c'est là où je fonctionne le mieux. Donc, les premières compétitions en classe D ont été assez compliquées parce que tu passes la journée à attendre. En plus, mes Très. premières compétitions, je les ai fait en moins de 81, et donc on était les derniers à passer. Et ma première compétition, je suis arrivé à 8 heures du matin c'était à Max Roussy, et je suis passé, il devait être, je sais pas, 22h30, quoi. Ouais. Ouais, c'est insupportable. Ah, et donc, pendant toute cette période-là, en fait, j'ai essayé les exercices de respiration, on m'a fait faire de la visualisation, j'étais là, tu sais. Et puis, en fait, on te dit, OK, prépare-toi, tu passes dans 20 minutes, tu mets ton short, tu mets tes bandes, et puis l'autre, tu fais, non, maintenant, finalement, c'est maintenant, tu vois. Ouais. Et hop, tu vas. Donc ça se passe super bien. Et puis, bah, je me mets dans le bain. Je fais toutes les compétitions assaut que je peux, justement, pour prendre du ring, comme on dit, tu vois. Donc je fais, je sais pas, j'ai dû faire une dizaine ou une douzaine d'assauts. Euh, la première année, je fais champion d'Île-de-France, Coupe de France, champion de France et combat et assaut. Ok. Donc là, Donc, la machine, t'as fait rapidement quand même du combat. T'es pas resté que sur de l'assaut la première année, ouais. en fait, j'alternais, tu vois. Il y avait un coup c'était de l'assaut, un coup c'était du combat, donc c'était chouette pour moi parce que bah il y avait des fois où c'était des gros coups de pression où tu dis je vais au combat, et puis il y a des fois au contraire tu vas le cœur un peu plus léger, tu sais que c'est comme à la salle, que c'est de la répétition, qu'on est là pour travailler certains aspects, et c'était avant tout pour s'amuser, quoi.
Et puis, donc rapidement, je monte les échelons comme ça. Je pars en Thaïlande là, en 2008, donc peut-être là, ouais, l'année d'après. L'année d'après, je pars en Thaïlande. Et, euh, et là, je vais au Fairtex à Pattaya avec Narupol, Yotsun Clay, Atashai. C'était l'époque où il y avait toute la Dream Team au Fairtex. Donc je passe 2 semaines avec eux. Ça a été une grosse claque parce que C'est le Pertex avec l'entrée tout en or et tout, là. ouais, à Pattaya, ouais, Ouais, c'est ça. Ouais. un truc incroyable. Et, Ouais. euh, et donc là, je me rends compte vraiment de ce que c'est aussi tu vois, tu t'évolues avec des athlètes, même à la salle, tout ça, t'as jamais vu des mecs comme ça, quoi. Tu regardes Et comment t'es Yotsun Clay. accueilli déjà là-bas? Comment t'es Là-bas, accueilli? Parce que à ce stade-là, tu as 1 an de pratique, quoi, c'est ça? à ce stade-là, ouais, j'ai un an de pratique et bah, les tailles, ils sont très avenants. Hein. Tu sais, en plus, le Fairtex, c'est un peu une institution, donc tu viens, tu payes, t'es bien traité, quoi. Hmm. C'est pas le petit camp euh, Ouais. dans une ruelle à Bangkok, quoi, tu vois. Hmm. Donc tu vas. C'est justement, on avait fait le choix avec mon ami Georges Gauthier de prendre ce camp-là pour pas faire l'erreur, tu vois, d'aller dans le truc crado à la dure pour rien tout de suite. Et donc on va là-bas et là je vois ces Formule 1 quoi. Je vois les mecs Atashai, Narupol, je les vois faire leur PAO et tout et je me dis ok, je suis loin de leurs conditions physiques, je suis loin de leurs conditions techniques, tu vois, mais ça me donne un goal quoi, ça me donne la niaque. Donc à partir de ce moment-là, euh, en même temps que je suis en Thaïlande, j'ai le recrutement de chez Apple qui se fait. J'ai la personne qui m'a embauché chez Apple qui m'a contacté au moment où j'étais en Thaïlande, tu vois. Donc Ok. quand je rentre de Thaïlande, je commence chez Apple et c'est la fin de je suis dans le milieu de ma classe C et je vais passer semi-pro quoi. Je vais passer classe B. Et j'arrive à négocier un contrat avec Apple où j'ai un temps, en fait j'ai un contrat aménagé qui me permet de travailler. En fait, je travaille que les week-ends, sauf les week-ends de compète. Et j'avais la semaine pour m'entraîner. Donc c'était Ah ouais. génial. Ouais, bah, Ils acceptent ça. non. Alors ça pourrait être une histoire à part entière, tu vois. C'est 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 le recrutement que j'ai eu chez Apple, ça a été, je sais pas, les planètes qui se sont alignées, tu vois. J'ai eu la chance d'être recruté par en fait, il y a le chasseur de tête qui m'a appelé. Ensuite, j'ai fait les entretiens et au moment de l'entretien final, moi j'ai eu que 3 entretiens alors qu'il y en a, ils ont eu 5 entretiens, tu vois. Mais à mon entretien final, en fait, je suis passé directement avec une personne qui s'appelait Mark Ray, qui était le comment on appelle ça, le store leader. C'est le mec en fait qui était en charge d'ouvrir l'Apple Store à Paris. Et on fait tout l'interview. Et à la fin, on négocie le salaire, tout. Et à la fin, il me dit est-ce que tu as des questions et tout. Je dis bah voilà, moi je suis boxeur professionnel. Enfin, je suis en train de devenir boxeur professionnel. Comment ça se passe pour est-ce que vous faites des contrats aménagés et tout machin. Et là, le mec, je vois sa tête, il se déconfiture. Il est là, il me dit mais c'est pas possible, ça n'existe pas. On n'a jamais vu un employé Apple en part-time au lancement d'un Apple Store, tu vois. Il dit c'est pas le but recherché quoi. Il dit et en fait bah je lui dis bah ça va pas le faire alors. Je suis désolé, ça va pas le faire. Et puis je sais pas, il y avait la connexion entre lui et moi, tu vois. Il m'a regardé comme ça, cette histoire. Il me regarde comme ça et il fait tu sais quoi, on va le faire. Parce que c'était un Canadien avec l'accent anglais, tu vois. Il fait, on va le faire. Il me dit, mais tu me plantes pas. Il me dit, tu me plantes pas. Il me dit, combien tu penses que tu peux faire d'heures sans que, bah, quand tu sois à la boxe, tu sois fatigué, que quand tu sois au travail, tu sois pas fatigué, toi. Et je lui dis, écoute, moi, 20 heures, 23 heures, je peux le gérer. Je t'enchaîne, et en fait, j'enchaînais ça sur 3 jours. Je faisais samedi complet, dimanche complet, lundi matin. Ok. Il me dit, OK. Et j'ai eu ce truc-là que je pense que personne d'autre a eu chez Apple, même dans le monde, tu vois. Cette histoire, elle est, tu vois, c'est incroyable. Donc, je suis chez Apple, je fais ça, je continue à faire ma carrière, et en 2010, je prends un mois pour préparer les championnats de France classe B. Je prends un mois, je dis à tout le monde, je vais en Thaïlande un mois,
et je prépare mes championnats de France. Donc Apple, super compagnie, ils sont super contents, ils me disent vas-y, super, machin. Sauf que je pars un mois et je pars dans un camp que je connaissais pas, justement à Bangkok, qui s'appelait le Yongyu Gym, qui était la propriété de Mr. Kolai Levesit, et Et comment tu choisis ce camp? sur Internet, sur, tu sais, Siam Fight Mag. Ouais. En Et fait, je qu'est-ce qui t'a regarde fait, partout, en tout cas, qu'est-ce qui t'a fait choisir ce camp alors? parce qu'il n'y avait pas d'étrangers. D'accord. Je C'était voulais ça ton faire critère. je voulais faire une Dida, tu vois. Pour ceux qui savent pas, Dida, c'est un des premiers Français à être parti en Thaïlande avec son sac et ses gants et à avoir été dans un camp de boxe et avoir vécu comme un Thaï, traité comme un Thaï, tout ça. Dida Et en fait, Diafat. voilà, Didia Diafat. Et je voulais faire ça. Et, en fait, bah, pareil, je suis super bien tombé. J'étais dans un camp où en fait, ils venaient juste de s'associer, ils venaient juste de refaire le camp, qui est tout neuf, super moderne. Et ils venaient de s'associer à une promotion en boxe anglaise qui s'appelle Top Rated. Je sais pas si tu connais. C'est une Non. promotion australienne. Et Ok. ils avaient ils faisaient beaucoup de promotions en Asie en fait. Ils faisaient beaucoup tu sais, ils faisaient boxer les Philippins, les Malaisiens, les Australiens. C'était un cercle sur ça et c'était boxe anglaise en plus. Donc en fait, il y avait une promotion de boxe anglaise qui s'était associée avec ce camp-là de Muay Thai et leur idée c'était de faire monter la boxe anglaise en Thaïlande, notamment au Rajadamnern. Donc il y a eu des champions qui sont tirés. Il y a eu Saddam Samke Bathory, Pajai et d'autres boxeurs qui ont évolué en boxe anglaise après leur carrière Muay Thai en fait dans ce camp-là. Il y en a un Et qui moi était j'étais devenu champion olympique aussi, non? Ou, ouais, lui c'était un autre camp encore. Lui il était dans un autre truc. Mais donc je me retrouve dans ce camp-là. Je passe un mois absolument de rêve. Je suis traité comme un prince, vraiment, parce que c'est un camp qui a de l'argent. Encore une fois, c'est un camp où ils sont pas. Moi, ils m'ont pris en charge, j'ai payé et j'étais pris en charge de A à Z. Ils se sont occupés de moi de A à Z. Ils ont commencé à m'apprendre la langue, tout ça. J'ai sympathisé tout de suite avec le, le- la tête d'affiche du gym. C'était Petek Yatnyungyut. À cette époque-là, c'était le champion du Raja. Il avait la ceinture WBC en 63,5 et il avait été élu champion tu sais, meilleur boxeur de Thaïlande dans cette ok. année-là, tu vois. Donc c'était vraiment le mec qui avait le vent en poupe. Et donc il m'avait pris sous son aile. C'était devenu mon grand frère de là-bas et il m'emmenait absolument partout. Donc quand il y avait des fights, j'allais avec eux, je préparais les boxeurs avec eux, tu vois, je faisais les massages, j'étais dans le coin avec eux. C'était vraiment, j'étais imbibé, je baignais dans la boxe thaï, quoi. J'allais au Lumpini, au Hmm. Rajadamnern, c'était incroyable. Et en fait, je reviens de ça et là, je retourne bosser, je retrouve le métro boulot dodo, tu vois, la ligne 1 du métro, la ligne H du train de banlieue et tout. Et là, j'ai mon corps enfin, j'ai mon cœur et mon corps qui se déchirent en deux, quoi. Il y a un moment Hmm. donné où je me dis non, mais je peux pas rester là. Je peux pas rester là. Je vais pas faire cette vie-là toute ma vie, quoi. Et donc je réfléchis, et dans ma tête, j'ai le contrat moral que j'ai passé avec Marc, qui m'a dit tu me plantes Ouais. pas, tu vois. Ça faisait combien de Mais temps que tu travaillais à Apple? bah ça faisait 2009, 2010, ça faisait un an et demi. Ouais. Ça Ok. faisait un an et demi, tu vois. Et en plus, pendant cette période-là, moi j'avais été, si tu veux, il s'était passé un autre truc extraordinaire, c'est que Apple sortait un service qui s'appelait le Personal Setup, qui, en gros, ils avaient une stratégie. Apple à ce moment-là, ils avaient 5% de part de marché sur les ordinateurs, ils en voulaient 15. Et le meilleur moyen, c'était si tu venais avec ton ordi chez Apple pour acheter un Mac, tu repartais avec tout ce qui était dans ton ordi, dans ton Mac, clé en main. Tu vois. Hmm. Donc tes emails configurés, tes photos transférées, ton bureau, ton fond d'écran, enfin, tu vois, c'était vraiment le truc de personnel setup, quoi. Et il y avait Ok. personne qui voulait mettre en place ça. Chez Apple, t'as un peu ce truc de ah moi je touche pas au PC, tu vois, c'est péché, c'est Hmm. des sales bêtes, tu vois. Et moi j'ai fait un bac pro mise en réseau, maintenance et installation informatique. Donc faire des backups, des transferts de données, des trucs comme ça, c'était mon dada, quoi, tu vois.
Et donc, quand ils ont dit qui c'est qui voulait s'occuper de ça, moi, j'ai levé la main. Ils m'ont dit, ouais, mais t'es en part-time et tout machin. J'ai dit, ouais, mais je fais le boulot, vous inquiétez pas. Vous me faites confiance, on te fait confiance. Ok, j'ai fait le truc. Et aujourd'hui, j'ai mis en place des procédures qui sont restées jusqu'à ce que le personnel setup disparaisse, mais ça a été un truc que j'ai mis en place. Et donc, j'avais encore ça dans la tête, tu vois, qui me disait, ouais, je peux pas partir comme ça et tout. Et j'ai passé 3 mois, limite dépression, quoi. Quand j'allais à l'entraînement, j'étais frustré de ne pas pouvoir m'entraîner plus. Et quand j'étais au travail, tu vois, j'avais aucune idée. C'était qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fous là, quoi. Et pendant 3 mois, Tiraillé, quoi. voilà, tiraillé. Et puis à un moment donné, je craque. Je demande un entretien avec mon boss, avec Marc. Et je lui dis, voilà, écoute, depuis que je suis rentré de Thaïlande, lui, il avait même pas vu, hein, parce que dans le boulot, je suis carré, tu vois. Même si tu peux être malade, des états d'âme, quoi que ce soit, quand tu as un truc à faire, tu le fais. Et je lui dis, Marc, faut que je parte, quoi. Enfin, j'ai une proposition. En plus, quand je suis parti de Thaïlande, le promoteur, Kolai, il m'a dit, écoute, tu veux venir vivre ici, je te loge, je te nourris, je te fais boxer. Il me prenait même pas d'argent sur mes primes. Pour te dire, j'avais 100% de mes primes. Il m'a pris comme son gamin, quoi. Et, euh, et je lui dis, voilà, j'ai une proposition d'aller boxer au plus haut niveau en Thaïlande et tout. Et là, il y a Marc Ray, il me regarde et il me dit, bah, quand est-ce que tu pars? Et là, ça a été libération, tu vois. Je lui dis, bah écoute, il me dit, il faut que tu organises ton départ. Tu me trouves 3, 4 mecs, tu les formes. Là, tu me dis combien de temps il te faut pour les briefer à fond sur les procédures que toi t'as mis en place. Et puis après, bah, bonne chance, quoi. Vas-y, fonce, t'as raison. Et donc, j'ai fait un préavis de 3 mois. Pendant 3 mois, j'ai formé une équipe. J'ai été, tu vois, j'ai mis tout mon cœur et tout mon temps à leur partager ce que j'avais mis en place. Et puis je suis parti en Thaïlande. Et puis là, bah, à Et là, partir de tu ce disais moment-là. que en Thaïlande, parce que le plan, c'était que tes combats te permettent de vivre. Ah ouais, c'était l'idée, c'était d'aller en Thaïlande. Alors j'étais pas parti avec, tu vois, le mindset du champion. Tu vois, j'avais pas envie de prendre une ceinture au Raja ou quoi que ce soit. C'était pas des choses qui m'excitaient. Par contre, euh, je m'étais dit, je vais vivre de la boxe et je veux euh, connaître l'art de la boxe, tu vois. Non seulement c'était important de savoir les bagages techniques, mais je voulais avoir cette science du fight qui fait que tu l'as sûrement déjà vu dans certains combats, tu vois. Des fois, les combats, c'est pas le meilleur qui gagne, mais c'est celui qui a pris les meilleures décisions au meilleur moment, qui a su s'adapter, qui a su lire le jeu de l'autre, tu vois. Tout cet aspect technico-tactique et toute cette science que les Thaïs ont à un niveau vraiment incroyable. Ils peuvent te renverser un match, tu vois. J'ai vu des matchs de championnat où le mec, il se fait défoncer au quatrième et t'as un mec dans le public qui court comme ça, qui arrive dans le coin, qui souffle un truc à l'oreille du boxeur, tu vois. Tu vois le boxeur qui le regarde, tu lui dis ok, ok, ok. Et à la 2e minute du 5e round, il fait ce que le mec lui a dit, et boum, KO, il renverse tout le truc, tu vois. Moi, c'était ça qui m'excitait. Je voulais avoir cette lecture de la boxe, cette compréhension, ce truc-là, parce que je me voyais déjà coach, je me voyais déjà entraîneur, je voyais déjà l'après boxe. J'avais vite réalisé que ce que je préférais dans la boxe, c'était pas combattre, c'était l'entraînement, c'était l'aspect développement personnel que tu peux avoir avec la boxe, tu vois. Donc là, je me suis mis vraiment à 2000%. Je suis parti avec quoi, j'avais 3 mois de salaire d'économiser parce que quand je savais que j'allais partir, j'ai coupé tous les robinets. Et donc je suis parti avec 4 000 € et puis voilà. L'idée c'était, je savais pas quand est-ce que je revenais, je savais pas combien de temps j'allais rester. Je savais que quoi qu'il arrivait, je pouvais retourner en France chez ma mère, tu vois. J'avais pas d'acédique, pas de je sais pas quoi, de CAF ou de trucs, tu vois. J'ai rien gratté nulle Pas part. Je voulais. d'attache, Ouais, voilà. de petites copines non Non, non, plus, non, rien. non, non, non. T'es J'avais parti tout plus. seul, quoi. Je suis parti tout seul. Je suis parti tout seul. Et un peu vraiment comme un cheveu sur la soupe, hein, parce que même, tu vois, la famille que j'avais développée avec la boxe, que ce soit à Écouen ou à Sarcelles, je pense que même pour eux, ça a été un peu genre rapide, quoi. Hmm. En 3 mois, j'étais plus là. Ouais.
Donc, Ouais. Et alors, comment ça se passe quand tu es là-bas? Bah, tes premiers combats, on va dire, après cette arrivée-là. Qu'est- voilà. bah, Qu'est-ce qui se passe, quoi? On veut la suite. là, ce qui se passe, c'est que je rentre un peu dans du no pain no gain. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi, parce que quand j'y repense, on m'a jamais rien demandé, tu vois. Mais à ce moment-là, je me dis, ils m'ont donné une chance, il faut que je sois le meilleur. Il faut que je donne le meilleur, il faut que, tu vois, il faut pas que j'avais peur de paraître pour un feignant ou pour un, tu vois, comme en France, j'étais le premier à l'entraînement de dernier parti, et ben là en Thaïlande c'était pareil, tu vois. Sauf que j'avais une charge de travail qui était doublée. Autant en France, je faisais mon footing le matin, j'avais ma séance d'1h30 le soir avec mes coachs, avec la salle, tu vois. Autant là, je suis passé tout de suite à 3 heures le matin, 3 heures, 3h30 l'après-midi, avec une séance de muscu en plus pour terminer après 40 minutes de clinch. Euh, j'étais, j'avais pas pris conscience de ça, tu vois. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, euh, j'ai commencé à avoir des doutes, parce que quand t'es fatigué, quand t'es constamment dans le dur, il y a un moment donné où tu commences à avoir des pensées où, en fait, des pensées que tu peux avoir, elles s'amplifient dans le sens est-ce que je fais assez, est-ce que je suis assez bon. Le fait d'être avec des gens avec qui j'ai pas forcément une communication qui est très à l'aise, j'ai pas beaucoup de retours, tu vois. Donc ça c'est difficile aussi. Je sais pas où j'en suis. Donc je force, au point que mon premier combat au Raja que je fais en tant que Nico Kiat-Young-Yut, je le fais le pied cassé. J'ai une fracture de fatigue au niveau du pied, tu vois. Mon promoteur qui me dit non mais vas-y, t'inquiète, Ouais. on répare ton pied et puis on fait un autre fight, tu vois. Et moi dans ma tête en fait j'étais rentré dans un mode où si je faisais pas ce combat-là, c'était fini, j'arrêtais, Hmm. tu vois. Je m'étais emballé, vraiment emballé dans un truc qui était pas sain, quoi. Sachant Le que quand même, Raja, pour ceux qui ne connaissent pas, le Raja, c'est t'as les deux gros stades, le Lumpini et le Raja. Mais comment c'est-à-dire que n'importe qui peut combattre au Raja ou faut une certaine expérience? Comment tu arrives parce que c'est un lieu un peu mythique. Donc tu dis, je fais mon premier combat au Raja. Tu dis, bah comment c'est possible, quoi? bah, en fait, ça dépend. J'ai envie de te dire que n'importe qui peut combattre au Raja, mais c'est la responsabilité du promoteur. Et donc le promoteur, il veut pas paraître pour une tâche. Donc il va pas faire boxer un mec qui fera pas honneur à son nom, quoi. Donc ça dépend. Il y a des promoteurs qui sont sans scrupules, t'en as qui, quoi que, en fait, je suis arrivé à une époque où c'était pas aussi très courant d'avoir des étrangers, tu vois, enfin, d'avoir des promoteurs qui se mettaient à porter parce que moi, j'ai signé quelque chose avec le gars, tu vois. J'étais Nico Kiat Young Youth. J'étais pas Nico qui s'entraîne au Kiat Young Youth et qui fait un fight après ses vacances au Raja, tu vois. Moi, le mec, son intention, Ok. c'était de me faire grimper. Et, Hmm. euh, et il me dit non mais si t'as besoin, on prend du temps pour ton pied et tout. Je dis non non mais ça va aller, vous inquiétez pas et tout. Et bah forcément mon combat je l'ai pas gagné. Hein. J'avais le pied cassé. J'ai fait ce qu'il fallait au premier round. J'ai failli mettre KO au premier round mon adversaire qui avait été surpris en fait par un coup de coude, tu vois. Et malheureusement, c'était pas passé. Et au deuxième round, quand il a commencé à lâcher les chevaux, j'ai fait un blocage, deux blocages, trois blocages. J'ai reposé la jambe au sol. J'ai le pied qui m'a fait un coup d'électricité. Je suis tombé par terre. Quoi. Je pouvais pas me relever. Mon pied, il m'a dit, je pouvais plus prendre d'appui. Donc ma première expérience. Et puis bah je me soigne. Et puis après, bah, j'apprends de cette leçon-là, tu vois. Je gère un petit peu mieux mes efforts. Je dors mieux la nuit. Je, je, je me tempère un petit peu, quoi. J'écoute ce qu'on me dit aussi. Je commence à parler un peu mieux la langue aussi, tu vois. J'ai dû très très vite apprendre le thaï. Donc, je commence à comprendre ce qu'on me demande, je commence à voir les game plans qu'ils pensent pour moi. Je fais deux trois combats, j'enchaîne. Et puis 2000, 2011, fin 2011, je rentre chez moi pour les fêtes de Noël. Je vais voir ma mère et donc je vais voir ma mère. Je descends de l'avion
je suis tellement content d'être en France, tu vois, d'avoir des choses à raconter. Je suis tellement enthousiaste à l'idée d'aller voir mes amis aussi au club Ouais, à ça faisait combien de Cirway. temps que tu n'étais pas revenu? Ça faisait 1 an et demi. 1 an et demi, ah ouais. Ouais, à peu près, ouais. Et, euh, et donc, je me repose pas. Je sors de l'avion, je passe la journée chez moi, chez ma mère. On va faire les courses, tout ça. Je retrouve ma chambre, je retrouve mes, mes, mes accessoires de boxe, tout ça. Et j'attends qu'une chose, c'est 19h pour aller à la salle, pour aller voir les copains. Tu vois. Et là, je vais voir les Hmm. copains et je suis frigorifié parce je crois, on est au mois de décembre et il neige, il fait froid. Je suis frigorifié. Vraiment, j'ai le froid jusqu'aux os, quoi. Plus le décalage horaire et tout. Mais Hmm. j'y vais. Je vais voir les copains et je m'entraîne. Et en fait, pendant cet entraînement-là, je fais un crochet du droit. Je tourne avec mon pote Teddy, je fais un crochet du droit et je sens un clac dans mon dos, au niveau de mes lombaires. Et donc, je, au début, je panique pas. Enfin, je sens une gêne. Je finis mon round avec lui. Et puis après, je dis quand même, je dis bon les gars, j'ai un truc qui me gêne. Je vais aller prendre une douche. Je vais prendre une douche chaude, tu vois. Et je pensais que c'était une contracture, tu vois, un petit faux Hmm. mouvement ou quelque chose comme ça. Je dis à tout le monde, bon, à la prochaine. Je rentre chez moi. Euh, je m'assois et la douleur commence à devenir de plus en plus présente. Ma mère me donne un aspirine, tu vois, elle me dit va te coucher, ça va te faire du bien et tout. Donc, avec le décalage horaire, la journée que j'avais passée, je m'endors sans trop de problèmes. Par contre, le lendemain matin, je dois me réveiller et là, au moment de me lever, en fait, j'ouvre les yeux, je reconnais que je suis chez moi, tu vois, que je suis plus en Thaïlande et tout. Donc, j'ouvre les yeux et je veux me lever pour aller pisser, ou enfin, je sais plus. Et là, décharge électrique dans tout le corps. Hmm. Vraiment, je me prends un coup de jus. Et je peux pas me lever. Et en fait, je suis resté allongé pendant 3 jours. Ah ouais. Impossible de me lever, impossible de faire quoi que ce soit. Mon corps qui me dit zéro, basta. Donc à partir de ce moment-là, j'essaye de faire les examens en France. Ça prend 150 ans. Il faut que tu ailles voir un médecin généraliste pour qu'il t'autorise d'aller voir une radio. Ensuite, la radio, ça te permet d'aller voir le mec qui s'occupe des os. Le mec qui s'occupe des os, il t'envoie vers un chirurgien. Enfin, ça prend un temps Hmm. incroyable. Moi, pendant ce temps-là, je sais toujours pas ce que j'ai. Je comprends pas ce qui m'arrive, tu vois. Vraiment, je comprends pas. Ça me tombe dessus d'un coup, je comprends pas. Et on vient au jour où je fais un dernier scanner. Et je vais voir je sais plus si c'était un chirurgien ou un spécialiste de je sais pas quoi. Et le mec, je suis comme ça dans son bureau. Je lui donne le CD, il regarde. Il fait, oh, bah dis donc, c'est pas raté, hein. Je dis, ah bon, comment ça se passe? C'est quoi le projet, quoi? Je lui dis, allez, on y va, c'est quoi Hmm. le projet? Il faut qu'on se remette sur pied, on y va, tu vois. Et il me dit, ah, mais non, non, pour vous, jeune homme, c'est natation et randonnée, hein. C'est terminé, là, le sport et tout comme ça. Hmm. J'ai le Ouais. souvenir qu'il me rend le CD. Je suis dans son bureau, il me rend le CD, et le souvenir que j'ai d'après, c'est je suis dans mon salon avec le CD dans la main. Je me souviens pas du retour, je me souviens pas, tu vois, j'ai un état de choc. Ouais. Là, je me suis pris une grosse claque. Toute ma vie, elle s'effondre, tu vois. Je repense Hmm. à le fait que j'ai arrêté Apple, de tout ça, j'ai tout, en fait, je m'étais pas rendu compte que j'avais tout mis sur le même cheval, tu vois. Ouais. Et, et surtout que j'avais un billet de retour déjà. Je devais repartir en Thaïlande que j'avais perdu et je me disais mais voilà, je vais jamais pouvoir y retourner. En gros, je me revoyais retourner à Sarcelles, vivre la vie métro boulot dodo, truc comme ça. Hmm. Et là encore, la vie, la chance, on appelle ça comme on veut, tu vois. Je rencontre des gens qui me rassurent, qui me disent écoute, t'as eu un pronostic, t'as des gens qui t'ont dit ça, qui t'ont dit ça, qui t'ont dit ça, mais c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose, c'est pas forcément gravé dans la pierre. Il y a d'autres choses qui existent que la chirurgie, les calmants, les anti-inflammatoires, tout ça, tu vois. Donc ma mère, elle avait un ami qui était ostéopathe et qui m'a dit écoute, en plus non seulement on était ostéopathe, mais c'était quelqu'un qui était vraiment pédagogue et qui avait une je sais pas si c'est le bon terme, une nonchalance, qui avait une certaine facilité dans l'être, qui faisait qu'il Hmm. était très rassurant
Quand il te parlait, tu vois, il était très rassurant, il était très très positif. Et ce mec-là, il me dit, écoute, on fait un deal, je te vois 3 fois. On fait 3 séances avant de se prononcer sur quoi que ce soit, tu vois. Et il m'a fait 3 séances sur 1 mois et demi d'écart, tu vois. Mmh. Et à la troisième séance, je pouvais presque courir, tu vois. OK. J'avais, en même temps, à chaque fois que j'allais le voir, il m'avait commencé à me sensibiliser sur certains sujets, tu vois, il me posait des questions. Quelqu'un de très, très intelligent. Il me posait des questions sans me donner de conseils, tu vois. Il me posait juste des questions. Qu'est-ce que tu manges le soir? Est-ce que tu manges beaucoup de féculents, de céréales? Est-ce que, tu vois, plein de choses sur mes habitudes de vie. Est-ce que tu as déjà appris est-ce que tu as appris à te reposer? Tu passes beaucoup de Mmh. temps à t'entraîner, à être dans l'action, mais est-ce que tu t'es entraîné à te reposer? Tu vois, c'était la première fois qu'il y avait Mmh. des mecs qui me parlaient de ça. Moi, à ce moment-là de ma vie, j'étais que dans le go, 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 dans l'action, dans l'action, dans l'action. Ouais. Et donc, de ces questions-là, j'ai commencé à faire un petit travail d'introspection, à m'intéresser à la biomécanique, à la psychologie aussi, beaucoup à la psychologie, à la colonne vertébrale, à tous ces trucs-là. Et puis, j'ai mis en place tout un tas de réformes. J'ai commencé à investir sur, tu vois, j'ai acheté des cours au marché noir de dissection. Tu vois, les trucs que tu as en Mmh. fac de médecine, là où tu dissèques des Ouais. cadavres, tu vois. J'avais acheté ça Mmh. à l'époque sur le net pour avoir des trucs. Il fallait que je comprenne en fait ce qui était en train de se passer dans mon corps. Mmh. Euh, je fais appel à différents mecs que je connaissais ou que Thierry connaissait pour essayer de comprendre la respiration. J'avais mon beau-père aussi qui était dans le Reiki, qui était aussi dans la méditation Vipassana, des choses comme ça, tu vois. Donc tout de suite, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé plein de choses. Et c'est surtout que je les ai faites, tu vois, pas que pour les essayer. C'est-à-dire, pareil, j'ai fait un virage complet. Changer la façon de manger, Mmh. la façon de penser, la façon de respirer, la façon d'imaginer l'entraînement, la façon d'écouter son corps, tu vois, tout ça. Et ce qui fait que, super rapidement, en fait, je me suis retrouvé à aller beaucoup mieux. Euh, j'ai refait une, je crois que j'ai refait comment on appelle ça, une IRM de contrôle. Je crois que c'était 8 mois après, 8 mois ou 9 mois après. Les mecs ne me croyaient pas quand je leur disais le premier diagnostic qu'on m'avait donné, tu vois. Mmh. Genre, j'avais de l'arthrose, de l'arthrite, j'avais un disque qui était, j'avais un disque qui était partiellement écrasé, j'avais un autre qui était partiellement sorti, j'avais 2 hernies discales, tout ça. Le mec, à la, au compte rendu, il me dit, bah écoutez, je vois pas rien de tout ça, quoi. Mmh. On voyait toujours des traces d'hernie, on voyait qu'il y avait un disque qui était pas en forme et tout. Il dit, mais je vois pas d'arthrite, d'arthrose, je vois. Donc, waouh, là, à ce moment-là, je reprends vraiment confiance et je me dis, je repars. Je repars en Thaïlande. Donc, je trouve un boulot dans la sécurité. Je fais les boîtes de nuit. Je fais la porte en boîte de nuit pendant, je crois, 2 mois. De quoi mettre 2 000 à 3 000 € de côté, quoi. Je fais ça le week-end parce que c'était ouvert que le week-end et je repars. Et à ce moment-là, quand je repars, je fais 1 an à Bangkok et après je vais à Phuket. Parce qu'à Phuket, il y avait la possibilité de faire plus d'argent en tant qu'étranger, si tu veux. Moi, à Bangkok, Mmh. c'était bien, mais en gros, il y avait un club qui s'ouvrait à Patong, qui s'appelait le Maximum Gym, et ils cherchaient des coachs qui puissent parler français, anglais, thaï, tu vois, pour les touristes. Et donc à ce moment-là, je décale et je vais là-bas. Est-ce que je peux t'interrompre juste 2 Bien secondes? sûr, bien sûr. Je vais te poser une question parce que là, sur la partie donc douleur, rémission et tout, moi, ça résonne pas mal avec un peu ce que je vis en ce moment aussi. Enfin, depuis 3 ans, j'ai des douleurs, tout le côté gauche de sciatique et tout ça. Et là, ça fait pas très longtemps, ça fait peut-être une semaine que je suis tombé sur les concepts d'un docteur qui s'appelle docteur Sarno. Et donc,
qui dit que la majorité en fait des douleurs du dos, les sciatiques, les choses comme ça, c'est beaucoup psychologique, qu'en fait c'est une manifestation physique de refoulement. Alors ça peut être, il dit, ça peut être des fois des traumas dans l'enfance qui ressurgissent et tout, mais ça peut être justement à l'occasion de grands changements de vie. Il y a plein de choses. Il y a des choses en fait. On peut avoir des pensées négatives, des pensées qui nous font peur, tout ça, mais qu'on veut pas y faire face. Et donc le corps se met à Somatise. des douleurs pour t'empêcher de faire face à ces émotions. Et il dit, mais les douleurs sont réelles, c'est-à-dire que Ah oui. d'après les études qu'il avait fait, et même il y a souvent les tissus concernés sont moins oxygénés, ça crée de la tension, et de la tension, il y a de la douleur qui va arriver. Donc moi, je suis en train de lire des livres, de regarder des formations là-dessus et tout, puisque moi, après pas mal d'examens, j'ai fait un peu tous les examens et tout, et il y a quelques petits trucs, mais bon, alors j'ai de l'arthrose à la hanche depuis longtemps, mais justement, je l'ai depuis longtemps, ça m'a pas empêché de fonctionner et de pas avoir mal. Et de ce docteur Sarno aussi t'explique que même un pincement nerveux, par exemple, en fait, si tu pinces un nerf pendant longtemps, il devient insensible, il devient pas douloureux. Au contraire, c'est l'inverse qui se passe, c'est que normalement tu fais des tests et tu as des réflexes qui sont plus là, tu as des pertes de sensations et tout, mais ça ne crée un pincement de nerf normalement ne crée pas la douleur selon lui. Donc après, moi je suis pas scientifique, donc je peux pas dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Ce qui est par contre a priori une réalité, c'est qu'il a exercé la médecine pendant plus de 50 ans et qu'il a des dizaines de milliers de personnes qui avaient des diagnostics un peu comme toi. Et lui, il appelle ça la thérapie de la connaissance. C'est-à-dire que Mm. et c'est pour ça que c'est pas devenu populaire et que aucun médecin ne lui envoyait de patients. C'est qu'en fait, Bah ouais. il y a, il y a, il y a rien à y gagner. C'est prendre conscience que tu refoules des choses. Alors il y en a pour qui c'est magique et des fois en quelques heures Mm. à écouter ce qui t'explique, ça va mieux, et d'autres ça prend plusieurs mois. Mais en fait, tu vois, c'est-à-dire que tu vas pas revoir ton médecin plein de fois, tu vas pas acheter des trucs qui coûtent plein d'argent, tu vas pas, il y a pas grand-chose à gagner là-dedans, tu vois. Et donc voilà, j'ai regardé un documentaire et tout, et je me posais cette question-là par rapport au moment où c'est intervenu. Tu disais que tu étais en Thaïlande pendant 1 an et demi, que tu avais peur qu'on pense que tu étais feignant, tu avais donné ta chance, donc tu voulais tout donner, tu étais dans le no pain, no gain. Est-ce que toi, d'après, maintenant c'est un peu loin, est-ce que rétrospectivement, tu te dis, est-ce qu'il n'y avait pas quand même peut-être quelque chose de ça aussi, tu vois, une sorte de refoulement d'émotions qui a fini par te causer ça? Parce qu'en plus, euh, t'es arrivé dans ton club, tu trouvais tous les potes et tout, mais peut-être que ils disaient, bon, putain, il a passé 1 an et demi en Thaïlande, il doit avoir progressé de malade et tout. Toi, t'avais peut-être, tu voulais montrer quelque chose, tu vois, une différence avec avant. Donc, tu t'es peut-être mis une pression. Enfin, je sais pas. C'est ben, J'extrapole. Mais c'est c'est- qu'est-ce que tu c'est- penses de ça? c'est très très juste ce que tu dis et j'ai pas extrapolé sur ça parce que j'étais dans mon histoire, mais oui, bien sûr, j'ai fait un travail d'introspection par rapport à ça et bah, tu connais l'expression en avoir plein le dos, tu Ouais, vois. Bah, c'est ça, c'est oui, ça. C'est qu'en fait, je m'étais mis un tel poids sur les épaules que généralement les sportifs de haut niveau, ils vont pas se blesser au moment où ils sont à leur pic d'intensité. Ils vont se blesser dans un relâchement, au moment où tu as un ouais, relâchement. Et en fait, c'était ça qui s'est passé. C'est que j'étais dans ma course folle, j'étais dans mon tunnel. Et quand j'en suis sorti, que je suis arrivé dans un peu plus de confort, que je suis arrivé dans un moment où j'ai pu me relâcher, tout ça, paf, tout a explosé. Tout a explosé. ouais, Et effectivement, je te rejoins par rapport à ce que tu disais sur la colonne vertébrale. Moi, aujourd'hui, j'en ai vraiment fait mon dada, tu vois. Move your spine, mm, c'est vraiment ouais, sur ce point-là où j'insiste aujourd'hui, c'est que notre colonne vertébrale, c'est notre colonne de vie. C'est l'axe de notre univers à nous. mm, C'est la manifestation dans le monde physique de de l'être que l'on est de manière métaphysique. C'est-à-dire que notre colonne vertébrale, c'est le prolongement direct de notre système nerveux.
Et notre système nerveux, c'est quoi? C'est notre esprit, c'est notre mental qui interagit avec la matière. Donc, c'est vraiment par cet axe-là que tout transite. Et alors, j'ai pas souvenir du nom de la personne dont tu m'as parlé, mais moi, dans les recherches que j'ai faites et dans les études que j'ai faites, notamment en chiropraxie, on nous fait bien, on a bien constaté depuis des dizaines d'années, des centaines d'années, on sait très bien que une subluxation d'une vertèbre à un endroit donné par rapport à la ramification nerveuse qu'il peut y avoir peut enclencher des dysfonctionnements organiques au niveau de certains organes, des dysfonctionnements mécaniques au niveau de certains mouvements, et même justement des modifications du comportement. Les personnes, par exemple, tu peux voir le rapport entre la posture et le bien-être mental, par exemple. T'as déjà remarqué que si tu étais ennuyé ou triste, tu t'assois pas de la même manière que si tu es en colère ou que si tu es heureux, tu vois. Et donc tout ça, ça a c'est ce qu'on appelle, c'est des liens psychocorporels. Et il m'a fallu faire un travail justement pour que ce comportement se reproduise pas. C'est-à-dire que je me suis guéri, je me suis guéri, mais on va dire que j'ai eu un processus de réhabilitation. Je suis retourné en Thaïlande, je suis retourné faire de la boxe, mais j'avais pas compris la leçon. Ce qui fait que régulièrement, j'ai eu des rechutes. Alors pas aussi dures que celles que j'ai eues à ce moment-là, mais j'ai eu des rechutes ponctuellement qui ont été à un moment donné où il a fallu à un moment donné que je fasse une prise de conscience parce que je les avais juste interprétées comme des alarmes, tu vois. C'est-à-dire que quand je commençais à avoir mal, c'était ok, ça veut dire qu'il faut que je me repose, tu vois. Mais en fait, j'ai dû faire tout un travail pour me rendre compte que non, j'ai pas besoin d'arriver dans cet état-là pour m'autoriser à me reposer, pour m'autoriser à vivre ça, ou à faire ci, ou à faire ça. Si tu veux, c'est comme si ma colonne vertébrale, c'est comme si notre colonne vertébrale, c'était notre GPS interne. Tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est un concept. Moi, tu vois, je suis pas tellement dans tout ce qui est spiritualité et tout ça. C'est pas que c'est pas que je respecte pas, mais j'ai pas vraiment une appétence pour ça. Et donc, ce genre d'idée, de prime abord, ça me paraît un peu toujours perché, tu vois. Mais après, tu vois, en y réfléchissant, je me dis, bah, effectivement, quand, quand tu as peur, tu as bien ton rythme cardiaque qui s'accélère, il y a des trucs physiques qui se passent, tout ça. Quand tu es stressé, souvent les mains moites. Tu vois, il y a plein de choses qui se passent. Je racontais l'histoire de ma femme qui, avant ses examens pour les grandes écoles à la fin de sa prépa, avait 42 fièvres, tout ça, avant de faire son examen. Et que 10 minutes après le début de son examen, elle avait plus rien. Et elle est sortie, elle avait plus de fièvre du tout. Et donc, c'était un coup de stress. Et donc, tout ça, c'est c'est quelque chose de ton état mental qui va influencer ton état physique, qui va avoir des vraies manifestations physiques. Et on sait que les ulcères aussi, souvent, ça va être lié au stress. Comme tu disais, en avoir plein le dos. On a plein d'expressions en plus qui révèlent ça. Et en fait, comme tu peux avoir plein tu peux te mettre la pression, mais parfois sans t'en rendre compte, tu peux te mentir à toi-même soit par ego, soit par mécanisme de protection, mais ça peut être dans l'inconscient. Donc si c'est inconscient, tu t'en rends pas compte, mais c'est quand même là. Et du coup, ton corps, il subit ça, même si toi, t'en as pas conscience. Et donc, forcément, au final, ça paraît assez logique que ça puisse avoir des répercussions sur ton état physique. Et je sais qu'il donnait cet exemple, et moi, c'est un truc qui m'a amené vraiment encore plus peut-être j'ai pas encore passé l'étape de me dire c'est bon, j'y crois à fond, mais je suis en train, c'est un cheminement, je pense. Mais je me disais, tu vois, à un moment, j'avais vraiment mal en marchant. C'est-à-dire marcher 10 minutes, c'était compliqué pour moi. J'avais super mal. Juste le trajet qui était de 7 minutes de chez moi pour aller à mon club, souvent je boitais et tout. Je continuais à m'entraîner. Et un jour, je fais mon entraînement de lutte. J'avais dû adapter un peu ma lutte. Je pouvais plus lutter dans les deux gardes et tout ça, mais j'arrivais à continuer. Et j'avais mal à gauche. Je me fais une entorse de la cheville à droite.
Et là, je me retrouve obligé de marcher du coup sur ma jambe gauche beaucoup plus, qui est la jambe douloureuse, tu vois. Et ben pendant toute la période où j'ai eu mal à la cheville droite, je n'avais plus du tout mal au côté gauche, tu vois. Mm. Et c'est là que tu. Alors sur le moment, en plus, je me rappelle l'avoir dit à ma femme, je dis, c'est marrant, tu vois. Je me suis fait mal à droite, du coup, j'ai plus mal à gauche, tu vois. J'ai trouvé ça, mais j'en ai pas tiré de conclusion plus que ça. Et maintenant que je suis en train de lire donc le travail du docteur Sarno et tout, il en parle. Et c'est vrai que tu dis, il n'y a pas de raison. Si tu as un truc structurel, si tu as de l'arthrose, j'ai de l'arthrose à gauche, j'ai beaucoup d'arthrose dans ma hanche gauche, et que c'est ça qui, par exemple, qui me crée des douleurs, c'est pas parce que je me fais une entorse à droite que mon arthrose, d'un seul coup, elle est partie et que je vais plus avoir mal. L'arthrose, elle est toujours là. Donc pourquoi d'un seul coup, j'ai plus mal? Bah parce que c'est en fait c'est un truc mécanique dans ta tête, c'est que la douleur, elle n'est pas créée par quelque chose de physique, mais elle est créée par quelque chose de psychologique, quoi. Donc voilà, C'est, c'était mon mais petit input sur ce que tu dis. je te rejoins parfaitement parce que moi j'ai la même démarche que toi. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Euh, je suis ouvert au concept spirituel, à la vision holistique du corps, tout ça. Moi, je suis très ouvert. J'accueille quand on me parle de tout ça, tu vois. Mais je suis quelqu'un. Moi, j'ai besoin de le vivre. Tu vois, déjà, j'essaie de jamais tirer trop de conclusions et je me fie d'abord à mon expérience, tu vois. Et, Hmm. et ce que tu décris, tu vois, c'est ce que j'appelle moi des comportements. C'est-à-dire que la manière dont je réagis à des stimuli extérieurs, à mon environnement, ou la manière même dont je me comporte par rapport à la vision que j'ai de moi dans telle catégorie de ma vie ou quoi que ce soit, euh, elle engendre des comportements, des habitudes, des actions. Et en fait, ces actions-là, elles ont des répercussions à tous les niveaux, que ce soit structurel, organique, postural, toutes ces choses-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que je peux entretenir un comportement, j'ai validé une douleur, comme par exemple l'histoire de ta hanche, ou comme moi l'histoire de Hmm. mon dos. J'ai validé que cette douleur, en fait, elle est à moi, elle est acquise, tu vois, elle est là. Et en Hmm. fait, le fait même que je me convainque de ça, ça en fait une partie de moi, ça en fait une réalité, ça en fait quelque chose qui fait partie de mon existence, qui est dans ma réalité. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'à travers le travail de mobilité, le travail d'introspection, que ce soit sur un mouvement ou sur la certaine manière dont on peut faire quelque chose, ne serait-ce que le langage qu'on entretient avec nous-mêmes quand on fait une chose, c'est quelque chose que je dis souvent, qu'on partage avec Slim, c'est euh, ce que tu fais est bien moins important que la manière dont tu le fais. Hmm. Et donc, en changeant la manière de faire quelque chose, ou juste en changeant l'intention quand je le fais, j'ai vu des clients, j'ai même vécu sur moi, avoir le bassin qui était complètement bloqué, se débloquer en une seconde, juste parce que soit, eh ben, elle a réussi à comprendre qu'elle en était capable en fait, tu vois. J'ai une histoire, j'ai une histoire par rapport à ça. J'ai une élève qui avait eu un accident de voiture et qui, on lui avait dit qu'elle avait son oreille interne qui était dézinguée. Et Hmm. donc, tout ce qui était question d'équilibre, proprioception sur un pied, tout ça, elle était à la rue. Tu vois. En fait, elle avait validé cette croyance-là. Et c'était peut-être vrai que son oreille interne, elle avait un souci, mais que depuis 10 ans, elle avait résolu ce problème-là, tu vois. Mais elle avait gardé ce Ouais, ouais, ouais. truc-là. Et c'est ce qui fait que elle avait des problèmes de hanche. On lui avait dit qu'elle avait une jambe plus courte que l'autre, tout ça, tu vois. Et en fait, je lui ai fait faire toute une séance sans verbaliser qu'on allait travailler sur l'oreille interne, en lui faisant faire des expériences, des changements d'appui, avec la boxe, tu vois, des changements d'appui, des passages, hop, des changements de hauteur, des trucs, tu vois. Et puis à un moment, je lui ai fait faire un test avec mon doigt, tu vois, qu'elle suive mon doigt, qu'elle se mette sur un pied, qu'on voit si elle arrive à un test clinique, quoi. Et j'ai dit, tu vois, si tu avais vraiment un problème d'oreille interne, tu n'aurais pas pu faire tout ce que je t'ai fait faire là. Tu n'aurais pas été Hmm. capable de le faire. Tu serais tombé, tu aurais eu des nausées, tu aurais fait des trucs comme ça, tu vois. Et à partir de ce jour-là, il s'était passé quelque chose. Et Hmm. c'est, tu vois, par exemple, je vais rapprocher ça par rapport à ce qu'on peut voir avec la boxe, mais tu as énormément de personnes qui viennent dans les sports martiaux avec énormément d'appréhension. Ouais.
Cette appréhension fait que leur corps va devenir cassant parce qu'ils vont se rigidifier, parce qu'ils vont amener de la tension dans certains endroits, ils vont se blesser, ils vont se tordre quelque chose, tu vois. Et une des premières choses que j'ai mis en place quand j'ai commencé à enseigner en France, c'était de conceptualiser l'art martial ou la boxe, tu vois, comme un truc tout simple. C'est je vois quelque chose, je le touche. Tu peux résumer la boxe par ça. Et en faisant ça, tu te retrouvais à avoir des mecs, par exemple, oh, je suis bloqué, mon middle, j'arrive pas à ouvrir la hanche, tu vois, j'ai ce problème qu'on voit 1 milliard de fois, j'arrive pas à tourner, j'arrive pas à pivoter, ou trucs comme ça, tu vois. Ok, quelle est la partie de ta jambe que tu veux toucher avec le sac? Enfin, quelle est la partie du sac? Quelle est la partie de ta jambe qui va être en contact avec le sac? Bah, c'est celle-là. Ok, bah, quand tu fais ton mouvement, dis-toi juste à ton cerveau, je pose mon tibia ici. D'accord? Ouais, c'est marrant, c'est quelque chose ça ressemble à un conseil que je donne très souvent. Moi, pour les gens qui sont crispés ou qui ont justement tendance à se tendre, je leur dis, pense plus à lancer ton bras, lancer ta jambe qu'à te dire je frappe. Sois pas en Ouais, train de bah dire ouais. je vais frapper, je vais donner un coup. Pense que tu lances. Parce que tu vois, un mouvement de lancer, on sait que si on est crispé, on va lancer une balle, elle va partir beaucoup moins loin que si c'est un mouvement relâché, fluide. Même s'il y a de la vitesse, même s'il y a de l'intensité, mais quand naturellement, tu vois, même quelqu'un qui est crispé, si tu lui demandes de lancer une balle, il va avoir un mouvement souple. Et donc, moi, j'aime bien associer cette idée-là et essayer de la transposer dans la pratique martiale. Et je vois que souvent, ça aide les gens à être plus relâchés. Et c'est cette notion de je frappe, donc c'est quelque chose de dur, quelque C'est chose pour ça. faire mal. C'est Et du ça. coup, je me tends, tu vois. C'est ça. Il y a le champ lexical qui est hyper important. Et il y a aussi le fait de, mais ça tu le sais déjà, je pense avec l'aspect pédagogique, c'est chaque personne a un langage différent. Il y a une personne, par exemple, si je dois travailler sur le bassin, si je sais que la personne c'est quelqu'un qui visualise facilement, je vais lui dire, imagine ton bassin, tu vois, je lui montre à quoi ressemble son bassin avant, je peux lui montrer le sacrum, je peux lui montrer le coccyx, et je lui dis, imagine que ton coccyx, il rentre vers l'intérieur, tu vois. Mais quelqu'un qui est kinesthésique, par exemple, qui a besoin de toucher, de sentir, ça va pas marcher pour lui. Donc, tu es obligé de lui dire, par exemple, je vais mettre mon doigt sur son sacrum et je vais lui dire, fais glisser ton sacrum sous mon doigt. Ou au contraire, pousse mon doigt avec ton sacrum, tu vois. Et en fait, c'est tous ces éléments-là qui, petit à petit, tu sais, c'est comme si tu démêlais un nœud de fil de pêche, tu vois. Au fur et à mesure, la personne, en fait, elle reprend confiance. Elle voit qu'elle en est capable. Elle retrouve de la mobilité. Il y a des résultats. Donc les résultats, ça fait un cercle vertueux qui ramène de la confiance, et ça, c'est quelque chose auquel j'ai cruellement, enfin, quand j'ai eu ma blessure, c'est absolument pas vers ce genre de choses-là qu'on m'a dirigé en premier. On m'a dirigé Et vers surtout, tu vois, Sarno, ce qu'il explique, c'est que justement, tous les diagnostics qu'on vient poser dessus, ça vient renforcer l'idée que tu as quelque chose qui va pas. Exactement, exactement. Et même ce que tu disais avec ton élève quand tu lui as dit, mais non, t'as pas de problème d'oreille interne, sinon tu pourrais pas faire ça. Et le docteur Sarno, c'est ce qu'il faisait la plupart du temps quand il voyait quelqu'un, mais des fois il parlait juste avec des gens. Mais les gens venaient avec plein d'examens, tout ça, et lui, bon, ça l'intéressait assez peu au final, les examens. Il faisait des tests de base pour voir s'il y avait tous les réflexes nerveux, la sensibilité normale et tout. Et à la fin, il disait aux gens, bah non, en fait, t'as rien. Et ceux qui prenaient des antidouleurs ou il leur disait, non, non, arrête tout. Tout va bien, t'as rien. Reprends tes activités normalement et tout va bien. Et en fait, les gens avaient simplement parfois besoin de cette confirmation d'une figure d'autorité et qui venait leur dire le contraire de ce que les autres leur avaient dit. T'as ça, t'as une hernie discale, t'as de l'arthrose, t'as nanana. Non, lui disait non. Tout ça, en fait, ça cause pas de douleur. Tout va très bien. Tu peux faire ce que tu veux. Et souvent, ça aidait vraiment beaucoup les gens à se remettre très rapidement d'une douleur chronique qui durait des fois depuis des années, quoi. Ah bah ouais, tu peux avoir des résultats qui sont incroyables.
Euh, et, euh, et notamment, imagine transposer ce que t'as découvert avec ce professeur, tu vois. Moi, ça me fait vraiment écho ce que tu me dis parce que c'est exactement comme ça que je fonctionne aujourd'hui quand je suis dans l'enseignement soit du mouvement ou soit de la boxe, tu vois. Mm. C'est d'arriver c'est de démontrer que t'as deux bras, t'as deux jambes, tu sais t'en servir. Si aujourd'hui c'est difficile, c'est compliqué, c'est juste soit que t'as pas la bonne perception, t'as juste une carence parce que ça fait longtemps que tu l'as pas fait ou parce que tu l'as jamais fait, mais qu'une fois que c'est fait, c'est juste une question de temps, que c'est facile, que c'est agréable. Et si ton système nerveux, parce que il y a le mental, la première couche du mental qui elle peut se convaincre de beaucoup de choses, mais si ton système nerveux, lui, il a validé que c'était confortable, que c'était facile, que ça prenait pas d'énergie et qu'il y avait des résultats positifs, ça ne lui demande pas 5 secondes pour faire le switch et que tu changes justement de comportement. C'est-à-dire que ton comportement change du jour au lendemain. Euh, euh, je l'ai notamment sur le travail de frappe. Tu vois, quand tu disais tout à l'heure les frappes, débloquer la puissance des hanches, le transfert du pied à la main en une seconde, parce que la personne, on passe par un process de A plus B plus C plus D, tu vois, qui fait qu'à la fin, quand tu lui dis juste, OK, maintenant, viens juste chercher le son que tu aimes dans la patte d'ours quand tu tapes, que tout se combine, boum, pour arriver à avoir le son, tu vois. Et que les choses ne se font plus de manière consciente. En fait, on n'est plus en train de faire le geste. On habite le geste, on le fait et ça se fait. Tu vois, c'est ce que c'est ce que certains arts martiaux vont faire avec la répétition. On va travailler 1500 fois le même coup de poing, tu vois. Là, en utilisant le bon langage, en utilisant l'exercice adapté et le niveau de challenge, tu vois, émotionnel, physique et au niveau des capacités de la personne à accepter un effort et tout, en faisant le bon truc en une séance. Moi, j'ai vu des mecs donner des coups de poing à la Mike Tyson. Hein. En une séance, le mec, bon, ça dure pas. Ça veut dire que quand il revient la prochaine fois, il faut reset up le truc, tu vois. Ouais. Mais tu te retrouves avec des gens qui, en un mois de boxe, en séance particulière, ont le niveau d'un mec qui a passé 1 an et demi en cours collectif, tu vois. Ouais, mais quand tu vas travailler effectivement en profondeur, travailler les sensations, le ressenti, ce qui se passe à l'intérieur et tout, tu arrives à trouver aussi des images mentales qui vont aider les gens à comprendre ça, à C'est ça. ressentir. C'est vrai que moi, j'avais vu aussi, j'avais des exos comme ça que j'avais fait, notamment aussi sur le relâchement, des coups de pied et tout. Et, euh, et j'avais réussi avec, je l'avais pas fait sur plein de monde, donc j'avais fait ça sur 2 élèves parce c'en est 2 qui avaient vraiment ce besoin-là. Mais en 15 minutes, tu passais d'un coup de pied tout raide, en force, bloqué, à un mouvement hyper relâché, fluide, et qui au final était bien plus puissant que celui qui faisait en force, tu vois. Mais ouais, c'est vraiment un travail de. Ouais, t'es plus sur la technique pure, t'es sur ce qui se passe à l'intérieur de ton corps en termes de sensations. Et c'est là, parce que souvent, au final, le nombre de répétitions qu'on fait, c'est pour maîtriser techniquement le geste, mais normalement, il y a toute une partie après où c'est une introspection, C'est où ça. tu essaies d'être à la recherche des bonnes sensations, tester différents types de sensations, d'intentions que tu vas mettre dans tes frappes. Et c'est là qu'il y a des vrais changements qui se font, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que après, c'est pas quelque chose, je vais dire malheureusement, mais c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment en vouloir à la forme dans laquelle les cours sont enseignés aujourd'hui. Mais le format dans lequel on est en cours collectif, c'est sûr Ouais. que pour quelqu'un qui va avoir tendance à répéter les choses de manière mécanique, bah, le travail d'introspection, s'il le fait pas en rentrant à la maison, c'est pas pendant le cours qu'il va pouvoir le faire, tu vois. Mm. Donc c'est sûr que quand t'es avec des élèves en petit comité ou quand t'es en privé, bah là tu peux aller explorer d'autres plans. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est dans les cours collectifs, c'est de pouvoir aller chercher sur les deux tableaux en surprenant parfois les élèves en disant attends, ce que tu vas faire là, ça va t'aider pour ta frappe de pied ou ta frappe de poing,
comme ça. Ouais. Et moi aujourd'hui, si je suis autant passionné par ça, parce que en tant que pédagogue, je veux dire, c'est comme si tu jouais à Sherlock Holmes tous les jours, tu vois. À chaque client, à chaque élève, moi, je prends plaisir à essayer de trouver la manière dont il comprend les instructions, la manière dont il a envie de le faire, euh, quels sont les vecteurs où il se sent en réussite, quels sont les vecteurs où il a l'impression de progresser, tout ça, et d'arriver à lui donner un pack en fait où, hop, tu lui donnes le truc, fais-le, il le fait, il apprend, il corrige, il ressent. Pour moi, ça c'est la plus belle partie de notre métier, tu vois, que ce soit à la fois à travers le mouvement, à travers la boxe, à travers j'ai certaines personnes qui viennent me voir parfois, c'est pour des problèmes de colonne vertébrale, mais au final les problèmes qu'ils ont avec leur colonne vertébrale, c'est des problèmes qu'ils ont dans leur travail, c'est des problèmes qu'ils ont dans leur couple, c'est des problèmes qu'ils ont avec leurs enfants, tu vois, des choses comme ça. Oui. Et c'est incroyable de voir à quel point euh, ça peut être simple, tu vois. Ouais. On utilise des mots depuis tout à l'heure, on met je veux dire, ça peut paraître compliqué pour des gens qui sont pas initiés. En fait, c'est très très simple. C'est très 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 simple. Où la base, c'est être à l'écoute, comprendre comment je fonctionne, comment je dialogue avec moi-même, avoir quelques petites notions d'anatomie, mais ça, tout le monde est capable de le faire, tu vois, parce qu'on a tous un corps, donc il suffit de se toucher, il suffit de regarder un plan, et puis en très peu de temps, on peut se retrouver à avoir des vies qui changent complètement parce que il y a un autre degré de la compréhension de la vie que je mène. Ouais. C'est vraiment incroyable. Et Et parce que du coup, je t'avais interrompu un peu dans ton histoire, mais donc on a vu que tu te blesses, tu arrives à récupérer, te soigner, mais tu dis que tu reprends l'entraînement et ouais, que tu n'avais pas encore complètement intégré, donc il y a des retours de la douleur et tout ça. Et comment donc tu en arrives un peu à créer cette méthode ou enfin, qu'est-ce qui se passe, qu'on puisse un peu terminer le cheminement ouais. sur comment on est arrivé à ça, quoi. Bah, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, je me retrouve où je suis bien, mais je commence à être ennuyé par la boxe. Hmm. C'est-à-dire que ça commence à devenir la routine, quoi. J'ai Ok. plus envie de faire des fights. Je fais des fights pour manger, vraiment. J'arrive à un moment donné où, voilà, ça me permet de payer les factures, quoi. Hmm. Donc, il y a plus du tout la même envie. Et ça arrive vite en 2013, 2014, tu vois. Hmm. Et là, je découvre Ido Portal. Ah, Tu vois, c'était juste avant qu'il s'occupe de McGregor. ouais. Peut-être un an avant, quoi. Et je tombe sur son blog où il partage tout le floor work, où il partage un peu Hmm. alors lui, il a une approche qui est très, on va dire, quand il s'exprime, tu sais, il essaye de choquer les gens, tu vois. C'est son, Il a un peu évolué, mais ouais, ouais. il était très clivant au début, quoi. Bah, c'est normal, hein, il fallait qu'il crée son bise. Hein. Mais Ouais. et donc je tombe sur ce gars-là et ça me fait super écho parce qu'en plus c'était à la période où justement Ido, il a toujours eu des périodes où il parlait de la coordination, après il parlait de la vitesse, après il parlait il avait des sujets comme ça et il traitait des sujets pendant une longue période. Et moi je suis arrivé dans la période où il parlait de la colonne vertébrale. Donc Ouais. c'est là que j'ai découvert les spinal waves, c'est là que j'ai Hmm. découvert. En fait, il a donné des outils qui m'ont permis d'expérimenter ce que j'avais conscientisé. Ouais. Et, euh, et ce qui a été incroyable, c'est que tout ce que j'ai fait sur ça, ça a déteint complètement sur ma manière de boxer. Hmm. Et à partir de ce moment-là, ma boxe est devenue beaucoup plus créative. J'étais beaucoup plus détendu. Je reprenais du plaisir à l'entraînement, tu vois. Je comprenais que, euh, j'ai tu vois, en même temps, j'avais fait pas mal de réformes au niveau alimentaire, tu vois. Donc, ne serait-ce que j'avais plus de problème de poids pour gérer mon Hmm. poids. J'étais tout le temps au poids. Je faisais quasiment plus de cuts. Tu vois. T'avais changé quoi au niveau alimentation? Alimentation, bah, je suis passé végétarien pendant
je suis passé végétarien pendant près de 5 ans, 6 ans. Ok. Et, et en fait, à un moment donné, en fait, ça m'a servi jusqu'à un certain moment où, justement, le végétarisme me servait plus et je suis reparti sur autre chose. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai mon équilibre entre carné enfin, aujourd'hui, je suis beaucoup plus carné et des fruits, tu vois. Beaucoup de matières grasses. Mais à cette époque-là, en tout cas, le végétarisme m'avait servi parce qu'il m'avait permis de remettre de la conscience sur la relation que j'avais avec la nourriture. C'était surtout ça. Le problème que j'avais, c'était pas un problème que je mangeais mal. C'était un problème de relation avec la nourriture. La peur du manque, tu sais, les choses qu'on peut avoir avec les protéines, la peur au niveau de l'hydratation, certains. Moi, tu vois, je bois pas de café, je bois pas de thé, mais ça m'arrivait à 7 heures du matin parce que j'avais la tête qui n'était pas réveillée à prendre un Red Bull avant d'aller courir, tu vois. Et j'avais pas conscience des impacts métaboliques que ça pouvait avoir sur la durée, sur le long terme, sur tous ces trucs-là. Donc, le fait de m'intéresser au végétarisme m'a ouvert toute une autre dimension sur la manière dont je pouvais gérer ce qui rentrait dans mon corps. Okay. C'est pas le végétarisme en tant que tel, tu vois. J'ai pas eu de, je pense même que c'est, en tout cas pour ma part, je pense pas que ce soit le régime idéal pour moi, tu vois. Mais en tout cas, ça m'a ouvert toute une prise de conscience sur l'alimentation. Donc entre ce que je faisais avec Ido, le travail au niveau de la prise de conscience alimentaire, le fait que je sache de plus en plus ce que je voulais en termes de ressenti, tu vois. Je voulais plus m'ennuyer, je voulais prendre du plaisir, je voulais kiffer, vraiment, je voulais kiffer et je voulais me sentir bien dans mon corps, je pensais, comme je te disais, à l'après-carrière, tu vois, donc je commençais déjà à enseigner, je voyais les transferts que je pouvais faire. À un moment donné, même, je voulais plus enseigner la boxe. J'étais en mode, non, je veux plus enseigner la boxe. Moi, je peux boxer et tout, mais je veux pas enseigner la boxe. Je veux enseigner le mouvement, je veux enseigner tout ça, tu vois. Parce que Ido, tu t'es basé sur quoi? Sur les vidéos et les articles et tout ça que tu pouvais voir, et tu as expérimenté par toi-même ensuite, c'est ça? Non, j'ai contacté des élèves à lui. En fait, je me suis formé avec des élèves que lui, il avait. D'accord. Donc, En Thaïlande? non, non, à distance. Des mecs qui étaient D'accord. en Israël, qui faisaient partie du mouvement Israël de son club, Ok. tu vois. Parce que je sais qu'il est venu souvent faire. Il avait une retraite en Ouais, Thaïlande aussi. ouais, à Donc il Phuket, il venait, ouais. une Mais blinde. à cette époque-là, ouais, j'avais pas les moyens. Ouais, bah même. C'était 5000 dollars, je crois, les Ouais. 4 jours ou les 5 jours. Ouais, moi j'avais vu que c'était même encore plus cher que ça, mais. Bah, si t'étais en Ouais, close, ouais, si t'étais ouais, mais c'était réservé en plus qu'à ses élèves. C'est-à-dire ouais, que tu pouvais être un groupe de 5 ou 7, je crois, autour de lui. ouais. Mais enfin, il y avait suffisamment de ressources pour pouvoir Ok. s'amuser, tu vois. Je me renseignais aussi, il y avait la méthode Herbert, Mouvenat, tous ces trucs-là, tu Hmm. vois. J'avais de quoi m'amuser, quoi. Et Ouais. après, je suis quelqu'un aussi, euh, j'aime bien regarder ce que les autres font, mais comme je te disais, moi, j'ai besoin de ressentir, j'ai besoin de faire, et j'ai besoin de suivre un peu mon truc, tu vois. Si Hmm. le mec il te dit faut pas faire ça, moi comme je dis souvent à mes élèves, t'as 3 types de personnes. T'as ceux à qui tu dis il y a du courant derrière la prise et ils vont pas mettre les doigts dedans parce qu'ils vont te croire. Il y a ceux à qui tu dis il y a du courant derrière la prise et ils ont besoin de voir quelqu'un mettre les doigts dedans pour te croire à 100%, tu vois. Et puis t'as le troisième comme moi qui a besoin de mettre les doigts dans la prise pour voir qu'il y a du jus, tu vois. Hmm. Donc Ouais. moi je suis comme ça. Et en même temps, j'ai un peu un esprit de contradiction qui est ah si tu me dis en plus que c'est pas possible, Ouais. moyen que j'essaye en plus, tu vois. Donc c'est tout ce truc-là qui a changé complètement ma boxe et et qui m'a amené après à déménager justement parce que j'étais sur Phuket et avec ma femme on en avait marre de Phuket. C'est une vie quand même qu'il faut. Enfin, je veux dire, c'est un. Moi, j'habitais à Patong. Après, j'avais déménagé. Je m'étais éloigné un petit peu à Katu, mais je boxais sur Patong. Je vivais à côté de Patong et c'était beaucoup de tourisme, beaucoup de saisons. Enfin, il y a des moments où la ville, tu quadruples la population. Ouais. C'est pas vivable, quoi. Donc, on a eu l'idée de. Et puis, il y avait l'après carrière qui se dessinait de plus en plus. Et ma femme me dit, bah écoute, moi, je suis de Phnom Penh, dans le nord de la Thaïlande. J'ai un terrain, j'ai tout ça. Et on y va, quoi.
Puis bah, je suis monté à Kranken et puis bah, je suis pas redescendu. Je suis encore là. Et à Kranken, bah, j'ai eu la chance de redécouvrir des entraîneurs. Et là, c'était complètement différent puisque j'étais plus un comment on dit un débutant, tu vois. Donc en Thaïlande, à chaque fois que tu changes de club, c'est comme si tu repartais de zéro. C'est-à-dire, le mec, il te connaît pas, il te prend comme un gamin de 5 ans, quoi. Et en fait, je suis arrivé dans un club où j'ai rencontré un mec qui était absolument incroyable, Piton, euh, promoteur de boxe, un peu mafieux sur les bords. Il avait des restaurants, il avait un car wash, le camp de boxe, il était à côté de son car wash. Enfin, c'était la différence entre Bangkok, Phuket et Lisan, quoi. Lisan, ils ont une flegme, ils ont une facilité à vivre qui est complètement incroyable. Et, euh, et ce mec-là, en fait, moi, je voulais juste m'entraîner. Je cherchais même plus à combattre, tu vois. J'étais dans mon optique, dans mon objectif d'ouvrir mon école de mouvement. J'étais en train de construire ma maison sur mon terrain, tu vois. Je voulais juste m'entraîner, avoir un endroit où je pouvais faire un peu de sac. Et à la limite, s'il y avait un mec qui me tenait les pas hauts, j'étais content, quoi, tu vois. Ouais. Et on était en 2016. Donc, pour moi, limite, en 2016, j'avais déjà fait ma fin de carrière, quoi. Et en fait, je rencontre ce gars-là. Et ce mec est tellement amoureux de la boxe. Mais vraiment, hein, je suis tombé sur c'est un petit Bouddha, tu vois, il fait 1m70, mais il est carré comme ça, il a pas de cou. Et en fait, je fais un entraînement chez lui, et il me dit, non mais Nico, faut que tu boxes. Il me dit, faut que tu boxes, j'ai jamais vu un phalange comme ça, t'es grand et tout, machin. En fait, il est tombé amoureux, quoi. Et il me dit, non, non, faut que tu boxes et tout. Je lui dis, ouais, bon, peut-être, je boxerai, mais là, je suis pas, tu vois, je suis en train de fabriquer ma maison et tout. Il me dit, ouais, ouais, prends ton temps. Il savait qu'il allait m'avoir à l'usure, tu vois. Et au final, bah ouais, un jour, il me dit, tu veux pas boxer et tout, je t'emmène, c'est pas loin, à 50 kilomètres, tout ça, à Banpai et tout. Je dis, bon, allez, on y va, tu vois. On y va. Puis je boxe, je boxe un taille. Là, la fin de ma carrière, j'ai boxé que des tailles de la campagne, des coupeurs de bois, tu vois, des mecs qui ont 400 combats, mais en fait, c'était génial parce que je boxais avec des mecs qui étaient ultra techniques, qui étaient physiques, mais qui étaient plus dans leur prime, tu vois. Ouais. Donc j'ai super appris, c'était vachement ludique et puis c'était bonne ambiance parce que en Thaïlande, autant dans les grands stadiums, c'est sérieux, tu vois. La boxe c'est sérieux. Il y a pas de commentateur pour appeler les mecs, pour faire la foire avant, tu vois. T'es ton nom, ton prénom, hop, t'es prêt 2 fights avant l'autre, t'es assis, t'attends, tu regardes, c'est ton tour, tu montes, t'es à la chaîne, quoi, tu vois. Ouais. Là, à la campagne, c'est des kermesses. C'est la fête du village. C'est génial. C'est génial. Moi, je me suis préparé sur des parkings, sur des nattes, sans namamoué, avec les bandes de l'entraînement, tu vois, monter. Enfin, c'était incroyable, tu vois. Donc, au niveau de l'expérience, au niveau du plaisir de boxe, j'avais retrouvé ça. Donc, en plus, lui, mon promoteur, c'était le premier à ramener un phalangue, tu vois, qui me trimballait partout dans l'Isan. À chaque fois, on allait boxer, je gagnais. Lui, on faisait les paris, donc ça lui remplissait les poches, tu vois. Moi, il me mettait super bien. Quand j'avais besoin d'une bagnole, il me prêtait une bagnole parce qu'il avait 40 voitures. J'avais vraiment trouvé un équilibre entre la vie dans la nature avec ma maison que j'étais en train de construire, la boxe plaisir, et puis quand on allait faire un fight ou un truc comme ça, généralement ça se passait bien, quoi. Et donc 2018, mon fils naît. Tu vois, j'ai souvenir de ta vidéo, tu parles aussi de la naissance de ta fille. Et là, quand mon Ouais. fils il est, j'ai le switch complet. C'est-à-dire, ça y est. Et puis j'ai mon dernier combat. J'ai fait mon dernier combat peut-être 6 mois avant sa naissance. Euh, Ou après ce combat-là, c'était ouais, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour du monde du combat, quoi. Tu vois. Ouais. J'étais arrivé au 50e fight, ça faisait un chiffre rond. Ça a été le ok passage de flambeau. Maintenant, c'est transmettre. Et c'est vraiment à partir de sa naissance où j'ai tout mis sur l'aspect pédagogie, euh, enseignement, transmettre, partager, créer quelque chose tu vois, où je me suis mis à mettre, à lire beaucoup, 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 à essayer d'écrire, à essayer de mettre sur papier, à trouver
des termes, à essayer de, euh, tu vois, je prétends pas avoir créé une méthode parce que je pense que j'ai pas, je veux dire, personne réinvente la roue. Hein. Hmm. Il y a des choses qui existent depuis des milliers d'années. Par contre, je voulais vraiment créer une pratique qui me ressemble et puis qui soit vraiment utile, tu vois, Ouais. qui s'adresse aux personnes. Euh, Moi, mon objectif, c'est pas tu vois, un athlète professionnel, il a une marge de progression qui est infime. Je veux dire, si le mec, tu fais progresser ses performances de 3 à 4%, voilà, c'est le sport de haut niveau. Par contre, de prendre quelqu'un qui est vierge, tu vois, qui a un CD vierge Ouais. et qui est dans le désir d'apprendre, qui est dans un peu. Moi, mon rêve, c'est d'avoir l'élève que j'étais quand j'ai commencé. Tu sais, Hmm. le rêve un peu de tout mettre. Moi, je me vois finir mes jours un peu comme un vieux moine dans sa montagne, tu vois, et d'avoir un mec un jour qui toque à la porte et qui dit, OK, vas-y, je suis prêt. On fait tout ce qu'il faut, tu vois. Après, peu importe où il veut aller, que ce soit de la compétition, que ce soit pour l'entrepreneuriat, sa famille ou quoi que ce soit, je m'en fous, tu vois. Mais Hmm. c'est vraiment cette idée-là que j'ai aujourd'hui, tu vois, de pouvoir aider des gens qui savent pas maintenant, qui sont pas au courant qu'il y a tout ça qui leur est permis, tu vois. Ouais. Ceux qui sont déjà dedans, tu vois, aujourd'hui, il y a tellement de choses comme MoveNat, Ido euh, je veux dire, les clubs de boxe, tous ces trucs-là. Pour les gens qui sont déjà à la recherche d'une solution et qui sont sur un chemin, tu vois, il y a déjà plein de choses qui sont faites, les gens qui le font beaucoup mieux que moi, tu vois, que ce soit en ligne, des trucs comme ça. Par contre, quelqu'un ouais, qui cherche vraiment à faire ce travail d'introspection, tu vois, à faire les choses avec, à reprendre sa responsabilité par rapport à tout ce qu'il est capable de faire, de reprendre la responsabilité au niveau de son corps, au niveau de la manière dont il interagit avec l'extérieur, sa vie, son business, ce qu'il veut créer, ce qu'il veut apporter dans le monde, tu vois. Là, moi, je prends vraiment Hmm. beaucoup de plaisir à aider ces gens-là. Et d'ailleurs, c'est les gens que j'attire, tu vois. C'est des Hmm. personnes qui veulent aller un peu plus loin que l'aspect soit physique ou soit l'aspect compétition. D'accord. Eh ben, écoute, ouais, moi, j'aime bien, en fait, quand tu as des choses comme ça tout un cheminement, tu vois, des événements, pas toujours forcément positifs, mais qui aboutissent à la création de quelque chose qui est positif, tu vois. Et c'est vrai que, alors, je repense à ce que tu faisais sur Udo Portal, ce que ça t'avait rendu vachement plus créatif dans ta boxe, tout ça. Donc, je peux pas m'empêcher de penser à Conor McGregor, que j'aimais beaucoup. Je vais Mm. pas dire que je l'aime plus, mais on voit qu'en fait, on voit qu'il y a un moment aussi où il a arrêté de travailler avec Ido, qu'il a tout misé sur de la prépa physique plus classique, mais tout justement dans la force, la musculation, tu vois. Et c'est là où je trouve que sa créativité justement dans le combat a un peu foutu le camp et qu'il a commencé à pu sortir du lot comme il sortait du lot avant, tu vois. Donc, moi, je suis convaincu que le type de pratique que propose, qu'a quelque part un peu inventé quand même Ido, même s'il y avait Georges Hébert, tout ça avant, mais ce que Ido il a apporté, c'est lui qui est le fondateur en quelque sorte du mouvement hein, Ouais, de la movement culture, ouais, bien sûr. Ouais. de culture, quoi. Donc, il a apporté quelque chose de génial. Après, j'en ai déjà parlé avec Slim aussi, mais le côté spécialisation qui pour moi on est obligé, si on veut atteindre un haut niveau dans une pratique, de se spécialiser. Ido, il est contre la spécialisation, mais en même temps, il est contre la spécialisation. Mais lui, il a fait ça, il a fait 15 ans de capoeira où il s'est spécialisé. Il est passé par de la spécialisation aussi. Donc, je pense qu'il faut réussir le mouvement, tout le travail du mouvement est un bon complément à intégrer à quelqu'un qui veut se spécialiser dans une pratique pour essayer peut-être de contrecarrer les effets néfastes de la spécialisation. Et puis, sinon, pour les personnes qui ont juste un objectif de se sentir mieux dans leur corps, de mieux bouger, de mieux ressentir leur corps, c'est une pratique qui est vraiment accessible à tout le monde et qui est hyper agréable, quoi. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet aspect-là, c'est
Tu peux considérer les différentes pratiques ou les sports, peu importe comment tu veux les appeler, tu vois. Après, je, je fais la différence entre le discours qu'Ido il peut avoir de manière marketing et puis la philosophie qu'il peut avoir derrière, tu vois. Tu veux pas appeler ça sport, tu veux appeler ça contenant, spécialisation, quoi que ce soit. Tout ça, pour moi, ça n'a pas vraiment de valeur sur le papier. Le truc, c'est que, ouais, on est comme un oignon, tu vois. Et tu peux t'occuper des couches externes tant que tu veux, mais si tu prends le temps de bien t'effeuiller, d'aller chercher les couches internes et tu travailles ça, tout ce que tu vas faire derrière, ça va être plus facile, ça va être plus agréable, ça va être plus performant, ou ça dépend ce que tu recherches, tu vois. Et en fait, c'est vraiment ça, je trouve, le point, le point sur lequel j'insiste, c'est que il y a ce travail de fondamentaux à travailler, à faire. Parce que une fois que ça c'est fait, une fois que tu as repris possession de toi, tu vois, c'est un peu le mot qui est à la mode, tu vois, fall in love with your body again. Une fois que tu as repris possession de toi, bah, peu importe où tu vas vouloir aller, tu vas être équipé. Tu vas avoir les outils, tu vas avoir la compréhension, la capacité d'écoute, tu vois. C'est juste ça, hein. C'est comment est-ce que tu perçois, comment est-ce que tu comprends et comment est-ce que tu souhaites répondre à ce que tu vis. Et là, tu peux avoir la garantie que quoi que tu fasses, ça va bien se passer. Alors, ça évite pas les accidents. Il y aura toujours des blessures, il y aura toujours mais tu les vivras pas de la même manière. Moi aujourd'hui, tu vois, ça fait là, j'ai un club d'escalade qui a ouvert à côté de chez moi. Ils ont ouvert une super salle géniale. Je peux pas y aller encore parce que je sais pas pourquoi. Je peux pas te décrire pourquoi, mais depuis 3 semaines, j'ai un point dans le dos et qui arrive dès que je travaille les mouvements de tirage. Je peux faire tout ce que je veux, ça, pas de problème. Je peux faire mes mouvements de tirage, mais si je fais du tirage, le lendemain matin, je me réveille, j'ai un point dans le dos comme si j'avais pris un coup de couteau. Tu vois. Et il me faut 3 jours pour que ça débarrasse. Et si je refais du tirage, ça revient. Si je fais 1 million de choses, mais pas du tirage, le point, il revient pas. Tu vois. Et ben, aujourd'hui, la manière dont j'aborde ce problème-là, que ce soit psychologiquement ou émotionnellement, est à des années-lumière de ce que j'aurais pu faire il y a 4 ans. Tu vois. Et ce qui fait que je m'en fous. Et en même temps, c'est une curiosité. J'observe. J'essaye de tirer certaines conclusions. Des fois, je me trompe. Des fois, et en fait, eh ben, c'est une expérience. Et je la vis avec autant de plaisir que si c'était de commencer l'escalade. Tu vois? Parce que je sais que quand je vais avoir fini d'aborder ce truc-là, quand je vais aller à l'escalade, ça sera nickel. Tu vois? Et il va forcément, comme tu disais, tu vois, quelque chose de positif qui ressort de ça à chaque fois. Et donc, aujourd'hui, je suis heureux d'avoir développé une pratique physique qui me permettent justement de plus rentrer dans des états émotionnels ou des troubles psychologiques qui me pourrissaient la vie, celle de mon entourage, et qui étaient responsables bien souvent de contre-performances parce que j'étais dans la dualité, ou j'essayais d'aller à l'encontre d'eux, ou de résoudre le problème, le machin. Alors en fait, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça, c'est là. Tu vois, j'ai ce petit point là si je fais 5 tractions, j'ai ce point là pendant 3 jours au milieu du dos, tu vois. Il y a peut-être quelque chose à en tirer, peut-être pas, tu vois. C'est peut-être psychologique, c'est peut-être spirituel, c'est peut-être pas. Mais quoi qu'il arrive, je suis là et je suis à l'écoute. Et c'est ça qui me permet d'avancer et qui va, j'en suis persuadé aujourd'hui, peut-être que dans un an ça sera peut-être pas le cas, tu vois, mais aujourd'hui je suis persuadé que c'est ça qui va me garantir la longévité, qui va me permettre d'aller continuer à faire ce que je veux, tu vois. Là, j'ai 37 ans, je vais découvrir l'escalade. Moi, je veux qu'à 50 ans, si j'ai un truc qui me passe par la tête, que je puisse le faire. C'est ça mon objectif dans la vie aujourd'hui, tu vois. C'est de continuer à être comme dit Ido, the best mover on the planet. Ouais. C'est de pouvoir jouir le plus longtemps possible du cadeau que j'ai reçu à la naissance, et que ce que je fais
ne soit pas une opportunité à créer du mal-être, de la frustration, de la colère, un sentiment d'impuissance ou tout ça. Parce qu'au final, ça c'est une phrase que je répète souvent avec Slim, tu vois, c'est à quoi bon faire tout ce que je fais si c'est pas pour être plus heureux. Ouais. Mais oui. C'est tout. Mais ça, c'est aussi un truc, c'est un de mes thèmes récurrents depuis une bonne année, je pense, mais c'est la notion de plaisir, tu vois. Est-ce que tu parlais de no pain, no gain? Moi, ce serait plutôt, je disais, no pain, all gain. Donc, Ouais. c'est ouais, remettre le plaisir au centre de ta pratique. Et parce qu'il y a plein de choses. C'est facile, en fait, de se faire happer par des choses qui ont l'air sympas, enfin, ou efficaces, tu vois, parce que tu vois tel champion qui fait ça, ou telle personne qui a tel résultat, et il s'entraîne comme ça et tout, ou il y a simplement des traditions qui se perpétuent. Il faut aller courir tant de temps, il faut faire ci, il faut faire ça. Et si en fait c'est des choses qui te font pas kiffer, ça te retire du plaisir dans ta pratique en fait. Et tu te les imposes, soi-disant parce que c'est nécessaire, alors que parfois, bah déjà tu peux trouver des substituts que tu vas apprécier davantage. Et puis il y a tout est une question d'objectif. Si tu te destines pas à monter sur un ring, à faire du haut niveau et tout, ne cherche pas à t'entraîner comme quelqu'un qui fait du haut niveau, qui est obligé de faire certaines choses parce que quelque part c'est son métier, c'est son devoir d'être prêt. Mais si Mm. toi, tu as loisir et avant tout, tu es venu à pratiquer pour le plaisir, bah reste dans le plaisir, quoi. Un des aspects qui m'a demandé un gros travail d'introspection et qui rejoint en fait ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, et ça va peut-être résonner avec ta pratique, avec ce que vivent tes auditeurs aussi, tu vois, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était extrêmement rare, voire même que ça arrivait jamais, que je ne fasse pas quelque chose pour répondre soit à l'illusion de la perte ou soit à l'illusion du gain. Hmm. C'est-à-dire que j'étais constamment dans l'idée, tu vois, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est je fais ça pour gagner du muscle ou pour perdre du poids. Je veux Ouais, gagner en vitesse ou en force, tu vois. Et ce truc de toujours faire pour et qui nous rend en fait influençables, parce que des fois c'était même des idées qui venaient pas de moi. C'était parce ouais, que j'avais vu un truc, justement, ouais. comme on l'a dit tout à l'heure, j'étais inspiré par une publication, par un, tu vois, Ido, il a créé tout un, à un moment donné, il a pris le rôle de gourou, tu vois, il a créé tout un cadre, et c'est là où il a été très fort au niveau marketing, hein, parce qu'il a créé tout un cadre, ce qui fait que les gens, ils voulaient acquérir de nouvelles compétences, mais qui étaient en fait des compétences qui étaient dictées par le dogma de la mouvement de culture, tu vois. Et après, il a eu Ouais. l'intelligence de se retirer de ça quand il a vu que ça. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, la mouvement de culture, elle s'alimente toute seule, tu vois. C'est les Ouais. mecs, c'est justement, c'est les mêmes c'est les mêmes travers que tu peux voir dans le crossfit, dans le fitness, dans la musculation, dans les sports de contact ou quoi que ce soit, qui se sont rattachés à cette culture. Mais je pense que ça vient foncièrement d'un problème qui est profond chez nous. C'est difficile de mettre en place une action, de mettre en place un comportement sans répondre à cette illusion de perte ou de gain. Hmm. Ouais. Et Ouais, mais c'est vrai que c'est ça, sur ça, c'est un truc, maintenant que tu le dis, effectivement, on fait souvent quelque chose pour gagner ou perdre. c'est ça. Gagner en souplesse, Ouais, c'est ça. tu vois, ouais, sur la perte, ça va être plutôt effectivement souvent des choses liées au poids, Bah, mais t'as le poids, t'as la performance, t'as le regard des autres, t'as plein de choses, tu vois. Et en fait, ce qui m'a mmh, aidé c'est mon fils, hein. Ce qui m'a aidé à réaliser ça, en fait, ça a été mon fils, parce que quand j'ai vu mon ouais, fils passer de l'état sur le dos à pas pouvoir se retourner, à marcher, à courir, tu vois, j'observais. Et à aucun moment il a mis en place une stratégie. Euh, il y a une stratégie qui se développe. Je veux dire, l'instinct humain mmh, fait que tu as une stratégie où l'enfant il commence à s'agripper, il développe sa force, tout ça et tout. Mais il y a rien qui est fait avec une attente, tu vois. Il y a rien qui est le voir progresser comme ça dans son apprentissage et de le faire sans attente.
quand tu vois les enfants jouer, par exemple, naturellement, quand tu vois les premiers jeux des enfants, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Ouais. Et nous, on arrive, enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est ce que je propose avec certains, quand je fais des cours collectifs, tu vois, mais c'est extrêmement dur d'amener ce concept-là à des adultes aujourd'hui. Ouais, puis ce qui est beau avec les enfants, c'est moi je vois avec mes filles, surtout la plus grande là, mais c'est que la vie est un terrain de jeu, tu vois. Ouais, C'est-à-dire c'est que ça. souvent, même on se dit avec ma femme, tu vois, on va lui acheter des jouets, des activités et tout, mais en fait, la plupart du temps, elle a besoin de rien, quoi, tu vois. C'est exactement Elle, ça. elle va s'amuser avec des choses qui sont pas faites pour s'amuser, mais elle va s'étonner de plein de choses. Quand on marche, des fois, la durée d'un trajet est doublée parce qu'elle n'arrête pas de s'arrêter. Elle voit une fleur, elle voit un truc, elle s'émerveille de tout. Tout est facilement transformable en jeu. Et c'est vrai que c'est une approche. Ça te fait réaliser à quel point on perd, voilà, un peu ça, le jeu, le plaisir et tout, et qu'on fait énormément de choses par devoir. Euh, même dans nos activités loisirs, on y met du devoir et on va retirer du plaisir. On va retrouver du plaisir dans les sensations que ça nous procure et tout, mais on va quand même souvent y mettre des couches de choses désagréables, tu vois. Ouais, et puis bon, sans forcément essayer de mettre du désagréable, c'est juste que, euh, tu vois, par exemple, dans les pratiques spirituelles, on essaye beaucoup de se détacher de la matière, tu vois, en faisant Mmh. comprendre que tout est déjà là, le bonheur est déjà là, machin et tout. Mais en fait, c'est indissociable du monde physique. C'est la même chose, le monde physique. J'ai pas besoin Mmh. d'avoir des barres olympiques avec des poids pour avoir un corps en forme et être en bonne santé, tu vois. J'ai pas Ouais. besoin de leggings à 150 balles Mmh. pour faire mon activité physique. Et pourtant, aujourd'hui, c'est devenu des freins. Si j'ai pas de chaussures pour courir, je vais pas courir. Si j'ai pas de leggings pour le yoga, je fais pas de yoga, tu vois. Si j'ai pas de salle de sport, et ben alors je peux pas faire de sport, tu vois. Et en fait, Ouais. c'est cet état qu'ont les enfants, tu vois, où, comme tu disais, cette capacité d'émerveillement, cette capacité à prendre conscience du tout qui est autour d'eux et de mettre cet environnement, en fait, à leur service. Ouais. Et c'est en fait, c'est cette en fait, ça peut paraître simple, mais c'est un effort de créativité, c'est une capacité d'imagination qui est absolument incroyable. Et ça, en fait, nous, on est atrophiés sur ça. Ouais. Aujourd'hui, cette capacité à prendre conscience de son environnement et à le mettre à son service, elle est complètement éteinte chez nous. C'est pour ça que j'aimais bien, j'ai jamais pratiqué, mais c'est un truc qui me fait tout le temps rêver, c'est le parcours, parce que je trouve que Ouais, tu, euh, tu, euh, tu reprends le paysage urbain et tu retrouves ce côté un peu de ton enfance où tout devient un terrain de jeu, tu vois. Et des choses qui sont pas faites pour être des jeux, et tu te retrouves à t'éclater, à courir dans tous les sens, à sauter, à bondir, à jaillir, et à retrouver cette chose qu'on a pendant l'enfance et qu'on perd à un moment, on sait pas trop pourquoi, tu vois. mais on a toujours C'est des relents, tu sais, on a toujours des petits relents. Par exemple, peu importe l'âge qu'on a, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai toujours tendance. Il suffit que je vois une place avec des carreaux ou des pierres qui sont à côté de l'une de l'autre, même si je le fais pas. Je me disais, ah tiens, tu sautes d'une pierre à l'autre, machin et tout. Il y a ce truc-là à ouais, l'intérieur, il y a toujours ces petits relents, tu vois. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait pas. ouais, mais moi je me suis mis, je le refais pas tout le temps parce qu'en plus je te dis que Bah j'ai oui, mes douleurs t'as tes douleurs, qui là. m'en- qui m'embêtent, mais ça m'est arrivé ces derniers temps de le faire. J'en parlais plusieurs fois dans mes newsletters, mais sur le trottoir, tu as souvent des bouches d'évacuation, enfin, tu sais, des petites plaques en fer, et des fois je marche et j'en vois des un peu rapprochés et je m'amuse à tac, 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 sauter de l'une à l'autre, tu vois. C'est Un ça. truc que je faisais tout le temps quand j'étais enfant, tu sais, je me disais, tiens, là, il faut que j'arrive à passer de ça à ça sans toucher ça, ou rester sur telle ligne, ou tu vois. Et tout était en fait un jeu. Et puis bah, je m'amuse à le faire. Alors après, bah, tu es un adulte et tout, et tu fais ça. Il y a des gens qui, Oui, tu mais vois, ça d'un s'en seul coup, je fout. me mets à accélérer pour sauter, réussir à sauter d'une à l'autre. Bam, puis je repars, je remarche normalement. Et tu as forcément des gens qui font un peu genre, qu'est-ce qu'il fait? Il est un peu bizarre, tu vois. Mais
t'en fous en fait. Et d'un seul coup, ton petit trajet de 10 minutes, 15 minutes à pied, qui est pas, tu peux utiliser pour penser à des choses et tout, mais tu mets du fun et tu C'est travailles un ça. peu ton agilité, tout ça, mais surtout, en fait, d'un seul coup, tu as un truc qui s'active en toi, tu vois, c'est sympa en fait, tu vois. Et c'est exactement ça. Et c'est l'idée tu vois, c'est de pas se dire, bah tiens, quand je sors, il faut que je devienne du parcours parce que ça va me développer ma coordination, mon équilibre, mon agilité, machin. Mm. Non, c'est juste que à quoi bon faire tout ce que tu fais si c'est pas pour être plus heureux? Ouais. Et quand tu te balades dans la rue comme ça et que tu as une idée qui te passe à travers la tête, qu'est-ce qui fait que tu t'autorises pas à le faire? Et qu'est-ce qui se passe si je le fais? Autorise-toi Parce à le qu'on faire est une beaucoup fois, dans le ou machin. jugement. Ouais, On après, est beaucoup par rapport au jugement du regard des autres. après, moi, je m'intéresse pas, tu vois, j'aime bien poser le pourquoi, mais après, je m'intéresse Mm. pas à la réponse, tu vois. Ouais. Pour moi, ça a pas d'intérêt Oui, après, chacun peut trouver sa propre réponse. Ouais. c'est même pas ça, c'est que, la réponse, elle est pas importante. C'est de se poser la question qui est important. Parce que ta Mm. réponse, non seulement elle peut être différente à chaque personne, mais en plus, elle peut être différente au moment de ta journée, au moment de ta vie, à ton âge, à ce que tu as mangé au petit déjeuner ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais. Si tu as une gastro, t'as peut-être pas envie de sauter de plaque en plaque, tu vois. Mais Ouais. ce qui est important, c'est de te poser la question. Je vais me permettre, si, t'es d'accord- Ouais. si tu me permets, je vais partager une phrase que je donne à tous mes élèves et qui a transformé ma vie. J'ai énormément de personnes qui viennent me voir ils savent qu'il y a quelque chose à changer, ils, ils, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui est à faire, tu vois, mais ils savent pas par où commencer parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, on est sollicité de partout et trop d'informations, trop de choix, ça devient, ça nous fige en fait, tu vois, ça nous fait bugger le cerveau. Et la première chose que je donne à toutes les personnes qui viennent me contacter, tu vois, la première question que je leur pose, c'est quelles sont les choses que tu sais que tu devrais faire et que tu fais pas? Quelles sont les choses que tu continues de faire et que tu sais pertinemment que tu devrais pas arrêter de faire? Mhm. Réponds sincèrement à ces deux questions-là, tous les jours, tous les matins. Et tu vas voir que ta vie, elle va changer. Mhm. Parce que tu as quelque chose à l'intérieur de toi qui veut être plus que ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. C'est la nature humaine qui est comme ça. C'est ce qui fait qu'on est des êtres humains, tu vois. Mhm. Si tu écoutes cette partie-là de toi, t'as pas besoin de coach, t'as pas besoin de machin. Tu auras toujours besoin d'enseignants, tu auras toujours besoin de référentiels, tu vois, de choses qui vont t'inspirer, qui vont te donner envie, si tu as besoin d'un conseil, tout comme ça. Mais foncièrement, tout est déjà là. Tout est déjà, tu vois, c'est sans être dans un esprit cosmique, quoi que ce soit, tu vois. C'est juste réponds à ces deux questions-là parce que tu as ton intelligence, l'intelligence que la vie elle a mis à l'intérieur de toi, le truc qui fait que 1000 milliards de cellules vivent en symbiose avec des virus et des bactéries pour faire de toi un être vivant. Cette intelligence qui fait que ton cœur y bat, tes yeux y clignent, que tu as des fluides qui sont en permanence en circulation à l'intérieur de toi, que ton appareil digestif fasse du matériel que tu as ramené de l'extérieur en fasse une partie de toi, tu vois. C'est cette intelligence, ce programme-là à l'intérieur de toi, il sait mieux que toi. Et Mhm. si tu te poses cette question-là, si tu te poses ces deux questions-là, qu'est-ce que je fais pas et que je sais que je devrais faire? Qu'est-ce que je continue à faire alors que je sais pertinemment que je devrais arrêter? Eh ben, si tu te poses cette question-là tous les jours, en l'espace de 3 mois, tu peux complètement changer ton quotidien. En l'espace de 3 ans, tu peux complètement changer ta vie. Mhm. J'aime bien. J'aime bien et je pense que ça fait une belle conclusion à ce podcast. Je pense qu'on pourrait encore continuer à parler assez longtemps, mais je fais plusieurs fois que je dis, j'essaie de faire des podcasts un petit peu plus courts. On est quand même pas loin de 2 heures, donc je vais pas dire que c'est un podcast rapide, mais j'aime bien ces deux questions et je trouve que c'est un bon moyen de terminer le podcast, de terminer là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, je suis d'accord avec toi et je te remercie de m'avoir en tout cas laissé l'exprimer comme ça. Non, mais c'était cool, tu vois. Moi, je te dis, il y a pas mal de choses voilà, qui m'interpellent et qui résonnent aussi en moi dans ton parcours et tout ça. Et donc, ça m'a fait plaisir
de pouvoir discuter avec toi. Je trouvais ça cool aussi, le côté de voir que tu sais, je reçois tout le temps des emails genre j'ai 20 ans, j'ai tel âge, est-ce que c'est trop tard pour commencer et tout. Au final, toi, tu n'as pas commencé gamin à faire de la boxe thaï et ça t'a pas empêché d'aller combattre en Thaïlande et voilà, d'avoir un super niveau et de comprendre plein de choses. Donc, ça peut peut-être un peu décomplexifier les gens sur ça aussi. Et 20 ans, 20 ans, c'est jeune, mais même en fait, voilà, le plaisir, c'est ce que je redis à chaque fois, Ouais. mais il y a des gens qui se mettent des barrières parce qu'ils considèrent qu'ils sont trop vieux pour faire ci, trop vieux pour faire ça. Alors, après, il y a la réalité, c'est-à-dire que peut-être que si tu as 30 ans et que tu commences la boxe taille, ça va être compliqué de devenir champion, encore que c'est possible, tu vois. Mais est-ce que en réalité, c'est ton objectif de devenir champion ou c'est juste de faire un truc qui te fait plaisir? Si c'est pour te faire plaisir, bah, de toute façon, vas-y et tu verras bien ce qui va se passer ensuite. En fait, ça se programme pas en fait ce genre de choses, mais faut pas se brider quoi. Et donc je trouvais ça cool dans ton parcours de voir que voilà, on peut commencer un peu par hasard comme ça, et d'un seul coup, tu as une envie énorme de pratique, de compétition qui est venue en toi, c'était pas prévu. Donc, bah, faut se lancer et puis tu verras bien ce qui se passe après, quoi. Et puis, bah, toute cette notion de charge d'entraînement, cette mentalité de no pain, no gain qui continue malgré le temps à être perpétuée par beaucoup de personnes, par des coachs, par des élèves et tout ça, et qui en général bah, produit pas les meilleurs résultats sur le long terme. Ça peut produire des bons résultats sur court, peut-être moyen terme, mais à long terme, en général, ça finit mal. C'est ce que je dis à mes élèves. Je dis, tu veux faire du no pain no gain? Vas-y, on y va à fond. Tu vois, on y va à Mmh. fond. Comme ça, après, tu seras tranquille. Tu n'auras plus envie de le Ouais, faire. Tu vois, ouais. c'est pour moi. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen que d'autres d'arriver à où on veut aller. Tu vois, il y a tout un parcours. Moi, le jour où j'ai écrit No Pain No Gain sur mon bras, j'ai su que c'était terminé le No Pain No Gain. Tu vois. Ouais. C'était mon vaccin en fait. Et il a fallu que je passe par là. Après, il y a d'autres personnes, ils ont pas besoin, comme on disait, de mettre les doigts dans la prise pour le savoir. Ouais. Mais le fait que ça existe, que ce soit là et que ça continue à transmettre, eh ben c'est que au final, ça aide sûrement des gens, tu vois. Il y a sûrement plein Ouais. d'autres personnes à qui ça sert, tu vois. Mais voilà, sachez que pour ceux qui nous écoutent, moi j'ai mon élève le plus vieux aujourd'hui, il a 58 ans. Hmm. Il a commencé la boxe cette année et bah il est passé du golf au tennis à la boxe et il a jamais pris autant son pied apparemment que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui et il a des Oui. résultats où je te dis pour quelqu'un de 58 ans il fait des choses il a des capacités physiques qui se sont exprimées incroyable Révélé, ouais quoi. voilà incroyable. Bien sûr, il est limité sur certains trucs par ses antécédents, par sa vie, par son machin, mais voilà, et il kiffe. Mais oui, 58 ans, voilà, si t'as 20 ans que tu veux commencer la boxe, fais-toi plaisir. mais Fais-toi oui. plaisir. Allez, on termine pour de vrai cette fois. Merci Nico, c'était un plaisir. Merci à Et toi. je mettrai tous les liens vers tes réseaux, tes sites et tout ça si les gens ils veulent en savoir plus sur ce que tu proposes et te suivre. Je te remercie beaucoup. Et c'était un moment absolument génial. Je suis pas habitué à ce genre d'essai. Tu vois, je devais enregistrer un podcast avec Slim hier, mais malheureusement, il a eu un imprévu. Et ça me fait du bien en tout cas de raconter mon histoire mais je te remercie pour ton écoute, pour ton partage et pour cette opportunité de partager. Au top. Merci. Ça va, Dika?